Bonjour tout le monde. Alors, je m'appelle Martin Boisclair, je suis coordonnateur artistique du CUB, Centre international de recherche et de création en théâtre pour l'enfance et la jeunesse, et je vous souhaite la bienvenue à ce panel de discussion sur le théâtre audio. Il s'agit en fait de notre troisième journée d'activité sur la création jeune public et le numérique dans le cadre de la résidence de la compagnie Les Incomplètes. Et j'aimerais vous rappeler, pour celles et ceux qui les auraient ratés, que la conférence de lundi sur le développement du cerveau et la présence à l'écran, puis le panel de discussion d'hier sur le théâtre et le virtuel sont disponibles en rattrapage dans la section Traces du site Internet du CUB. Les panels d'aujourd'hui et les autres activités de cette semaine seront aussi disponibles sur notre plateforme, puis où on retrouve, ma foi, de bien belles choses et des outils de réflexion sur notre milieu. Alors, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. C'est assez intéressant ce qu'on arrive à mettre jusqu'à maintenant pour le panel, excusez-moi, pour la semaine sur le numérique, mais aussi on a un balado qu'on a créé, qu'on essaie de poursuivre d'ailleurs avec d'autres épisodes prochainement. Mais voilà, alors je vous invite à aller sur Trace sur le site internet cubmontréal.com. Sinon, maintenant, j'aimerais débuter la rencontre du jour avec une petite reconnaissance territoriale, en fait, et j'aimerais inviter chaque personne à réfléchir sur le territoire où elle vit et travaille, sur la vie et l'histoire de nos Autochtones qui nous entourent et sur le travail qui nous attend pour réparer nos relations avec les peuples autochtones. Alors, je vous invite à vous joindre à moi, en fait, dans cette reconnaissance qui va comme suit. Nous reconnaissons et remercions les premiers gardiens de ces terres, les peuples autochtones qui sont ici depuis des millénaires. Le CUB, Centre international de recherche et de création en théâtre pour l'enfance et la jeunesse, est situé sur des terres non cédées qui sont historiquement connues comme un lieu de rassemblement pour diverses Premières Nations. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons et apprécions profondément les liens historiques et continus des Autochtones avec ces terres et ces eaux, ainsi que leur présence sur celles-ci. L'activité d'aujourd'hui est proposée dans le cadre de la résidence virtuelle de la compagnie Les Incomplètes, et donc je salue la présence. Bonjour Laurence, bonjour Audrey. Les Incomplètes voulaient créer un espace d'échange faisant écho aux tables rondes sur l'enfance, l'art et le web qui avait lieu en février dernier dans le cadre du mois Multi. La résidence virtuelle offerte par le CUB permet aux créatrices en fait de la compagnie de nourrir leurs propres réflexions au contact d'autres créateurs jeunes publics, de prendre un certain recul sur leurs projets, puis d'en interroger le sens et l'impact. Vous pourrez d'ailleurs suivre leurs réflexions, d'ailleurs dans la section Traces, voilà, comme je vous en parlais un peu plus tôt, sur le site internet du CUB. C'est déjà bien nourri, comme je vous le disais, alors n'hésitez pas. J'aimerais maintenant oui, voilà. J'animerai le panel de discussion, excusez-moi. J'animerai le panel de discussion d'aujourd'hui qui portera sur le théâtre audio et dont on a vu vraiment des multiples initiatives voir le jour au cours des dernières années, puis encore plus, je dirais, au cours de la dernière année et demie avec l'arrivée de la pandémie. Nos invités d'aujourd'hui ne vont pas débattre sur la pertinence d'explorer ces avenues, mais nos invités vont plutôt partager leurs expériences et expérimentations dans ce médium-là, dans ce domaine-là. Alors, se lancer dans le numérique et dans l'audio, ça pose toutes sortes de questions. Puis, j'aimerais d'emblée en soulever quelques-unes avec vous. Par exemple, comment est-ce que se révèle la théâtralité dans un objet audio? Puis, avec ce genre de proposition, de quelle manière est-ce qu'on peut juger de l'impact de l'œuvre sur le public? Puis, qu'est-ce que cette forme apporte que le théâtre à la scène n'offre pas? Qu'est-ce que ça apporte au processus de création? Puis, qu'est-ce que ça apporte à l'artiste? Puis aussi, bien sûr, d'autres considérations de notre ordre, peut-être, qu'est-ce qu'on peut dire sur la gratuité ou encore sur le défi du financement de ce genre de propositions-là. Alors, c'est un peu en réponse à tout ça et plus encore que j'aimerais entendre nos panélistes invités que je vous présente à l'instant. Alors, c'est une artiste, oui, polyvalente, à la poésie débridée, qui crée des spectacles interdisciplinaires à partir de matières plastiques et sonores de la compagnie Mammifère. Bonjour, Karine Sauvé. Après avoir, bonjour, après avoir joué une histoire pour Édouard, il a rejoint l'équipe du Théâtre des Confettis en 2015 à titre de directeur de la diffusion et des communications. Il est maintenant directeur administratif. Bonjour, Sylvain Perron. Comédien de formation, auteur dramatique, metteur en scène, créateur-chercheur, il est cofondateur de la compagnie Samsara Théâtre et dirige maintenant l'arrière-scène. Bonjour, Jean-François Guilbeault. Alors, lançons-nous dans le premier sujet. En fait, j'aimerais interpeller chacun de nos panélistes à tour de rôle à nous présenter un peu le projet pour lequel on les a principalement invités en fait sur ce panel de discussion. Karine,
la compagnie Mammifère a créé 3 épisodes d'un balado, Chansons pour le musée, qui est une adaptation, en fait, du spectacle du même nom, qui vient de voir le jour. Alors, ben, c'est ça, j'aimerais que tu nous en parles un peu de ce road trip musical. Yay! Ben, salut tout le monde. Merci de cette invitation des Incomplètes et du Cube à venir partager un peu cette expérience-là avec les gens du milieu, avec vous qui êtes là pour réfléchir. On dirait que j'ai le goût de dire que je trouve que tu as bien fait la reconnaissance territoriale. Mais non, mais c'est comme un moment aussi où est-ce qu'on peut, tout d'un coup, on sent là, genre, ah shit, c'est vrai, je suis ici. Tu sais, je trouve que ça commence bien des réunions, comme ça nous assoit, puis je trouve ça précieux. Puis dans le fond, à travers ce... Moi aussi, je vais avoir des reconnaissances à faire en parlant du balado parce que... puis je l'ai pris au fur et à mesure que je le raconte, là, mais c'est fou comme avec la pandémie, comme les projets ont tellement, tu sais, comme bougé, tu sais, changé d'angle. Puis il y a beaucoup de partenaires qui étaient déjà là, tu sais, qui ont bougé avec nous pour que ces projets-là puissent advenir. Donc, ça aussi, il y a de la reconnaissance à avoir dans ce sens-là. Donc, Chanson pour le musée, c'est un projet là, qui a commencé de façon très personnelle pour moi avec l'envie de rencontrer des œuvres d'art, d'écrire au contact d'œuvres d'art, mais dans une intimité. Donc, dans des ateliers d'artistes que j'avais contactés là, tu sais, pour faire des résidences camping avec leurs œuvres, 3 jours, 3 nuits. Donc, ça a commencé vraiment dans une intimité. Après ça, tranquillement, j'ai eu des collaborateurs formidables, David Paquet à la coécriture, Nicolas Letarte pour épaissir les sons là, des chansons que j'avais créées en solo. Ça a vraiment été comme le noyau de base. Puis tranquillement, Anne-Marie Guilmen est arrivée là-dedans, tu sais, pour être dramaturge. Et puis toute l'équipe là, de lumière, de direction technique, direction de production, tout ça. Donc, on était vraiment bien enlignés pour faire un spectacle au mois de mai 2020. Donc, en mars, quand il nous restait 2 mois, puis qu'on s'en allait travailler à Recto Verso pendant 2 semaines, en Maison de la Culture pendant une semaine, tu sais, pour mettre tout ça dans une salle de théâtre. On a été bien... euh, mais c'est le mot dépourvu qui me vient, là, tu sais, c'est comme là, ça a fait «Wow!» Tu sais, toute l'équipe est vive, on est dans le projet, on est là. Puis finalement, on peut pas se rassembler puis le continuer. On reste quand même habité par le projet. Fait que ce qui existait le plus à ce moment-là, c'était vraiment comme le texte, puis les chansons, tu sais, qui étaient pas complètement avancées, là, en fait, qui étaient encore à travailler dans le live, mais tu sais, qui existaient aussi. Euh, donc à ce moment-là, on s'est reviré, tu sais, justement, on en a parlé avec nos partenaires, c'est-à-dire le Cube, le Mois Multi, le Théâtre français du CNA, puis le Théâtre La Chapelle où on jouait l'automne suivant. On était supposé jouer l'automne suivant. Puis tranquillement, tout le monde à sa façon a choisi de nous épauler dans l'idée de faire une œuvre audio en chemin vers l'œuvre scénique qu'on voulait quand même faire, mais on voulait pouvoir rencontrer le public quand même avec quelque chose, là, avec l'offrir quand même pendant cette année de pandémie, même si on savait pas que ça durerait 1 an. En tout cas. Fait que, ben c'est ça. Donc, à ce moment-là, il y a eu des super belles conversations, justement, avec Laurence, qui était commissaire au mois multi, avec Mélanie Dumont, du Théâtre français du CNA, pour qu'on crée cet objet-là, puis qu'on voit comment on allait le rencontrer le public avec, tu sais, puis on voulait que ça soit donc offert dans le cadre du festival, que ce soit, tu sais, sur des plateformes, que ce soit pas juste ma mini compagnie Mammifère, là, qui se retrouve dans le grand bain du web à dire «Hey, on existe!» Puis on a fait une œuvre. Donc, on a été soutenus, là, tu sais, pour pouvoir lancer ça avec des festivals, avec des organisations comme ça, ce qui est fort précieux, parce que c'est une grosse, je sais pas comment dire, la mère du web, ou en tout cas, tu sais, c'est comme c'est facile de s'y perdre, tu sais, puis ben c'est ça, là, tu t'as beau crier que tu veux exister, là, il faut vraiment une diffusion qui est quand même autre que celle du théâtre. Ça m'a bien surprise, ou en tout cas, j'ai appris des choses, mais il en reste beaucoup à apprendre. Donc, on a créé le balado en 3 épisodes. C'est vraiment le texte qui est proche de la pièce de théâtre.
Mais il y a des choses dans la théâtralité ou qui sont pas tout à fait les mêmes quand on se retrouve dans un corps à pouvoir danser, à pouvoir c'est comme créer des sensations avec les matières qu'on bouge, tout ça. Mais on avait l'impression qu'on pouvait faire un balado parce que il y avait un pari dans l'écriture avec David qui était de donner à voir les œuvres dont on parlait, d'être dans une intimité aussi au niveau euh, du ton, de la voix, tu sais, puis de ce qui est raconté, qui est très intérieur, puis peut-être existentiel. Donc, ça se pouvait, tu sais, de susurrer à l'oreille, on susurre pas, on parle aussi, on chante, mais puis de pouvoir rentrer dans le concert aussi, tu sais, d'offrir une œuvre qui des fois te permet de danser dans ton salon, mais d'autres fois de vraiment comme regarder le plafond puis être bercé. Donc, on avait l'impression que ça se pouvait en œuvre audio. Puis ça a permis donc à ce moment-là de rencontrer Navet Confi autour de l'œuvre pour qu'il soit réalisateur. Puis là, ben là, rencontre formidable. On est devenu un peu un trio de musique avec Nico. Puis ça a comme épaissi nos chansons. Fait que finalement, on a eu envie de faire un album. Fait qu'on a enregistré l'album et le balado. Puis on a aussi eu envie de faire une section sur notre site web qu'on a appelé Autour de l'os. Puis on a filmé au Théâtre La Chapelle en répétition nos chansons, tout ça. Donc on a un peu finalement pu faire un genre de cahier pédagogique web où est-ce qu'il y a des extraits de nous en répétition, des parties de processus de création, puis le balado. Ouais, j'ai dit tout ça. Je pourrais sûrement dire plein d'autres choses, mais aussi peut-être en réagissant aux autres. Mais qu'est-ce que j'ai tout dit ce que je voulais dire sur les partenaires? Ben oui, c'est ça, on a pu répéter aussi au cube, là, au carrousel, tu sais, pour pouvoir faire cette écriture-là en petite équipe à 2 mètres de distance. Avec des masques de temps en temps. De temps en temps, mais non, souvent, souvent. Écoute, merci pour cette présentation de Parfait. projet d'abord, puis on y reviendra avec grand bonheur. J'ai cédé la parole ensuite à Sylvain Perron des Confettis, la compagnie qui a proposé La Voyageuse, un espèce de voyage poétique et sensoriel qui a avivé. En fait, j'ai pris contact en fait avec ce projet-là en discutant avec toi, particulièrement Sylvain, puis j'ai vu toute l'étendue des possibilités, puis comment le projet a pu rayonner aussi. Fait que je trouve ça intéressant que ce projet-là qui était simple à la base, mais qui a généré toutes sortes de complexités au fur et à mesure qu'il s'est déployé. Ben, c'est ça que tu nous en parles maintenant sur ce projet d'une valise, en fait, qui se transporte d'école en école, puis qui rentre dans les classes. Alors, à toi la parole, Sylvain. Bon, ouais, c'est ça. Quand on veut faire simple, des fois, il faut passer par le compliqué pour arriver à la simplicité. Hein? C'est un peu ça. Ouais. En fait, évidemment, tu sais, à partir du mois de mars, quand tout le monde fait hey, OK, toutes nos tournées tombent l'année en 2019, qu'on fait hey, ça se pourra pas. Tout le monde est comme découragé, tout le monde ne sait pas quoi faire. Et là, on fait hey, mais le désir était quand même de rejoindre les enfants d'une façon quelconque. En fait, de leur donner quand même de la poésie, un univers créatif autre, de leur donner de l'art, en fait, en classe, en se disant, les profs font de leur mieux, là, mais ils sont débordés, ils sont dans des situations qui n'ont pas de sens. Comment nous, on est capable de justement leur amener quelque chose? Donc, l'idée est venue subitement de même à un moment donné dans ma tête de juste faire comme, hey, si on pensait à une valise, tout simplement, qui voyage dans les classes. Parce qu'au début, on se disait les comédiens pourraient peut-être rentrer dans les classes, mais ce n'était pas possible de rentrer. Donc voilà, on s'est dit comment faire rentrer les comédiens sans qu'il y ait rien? Ben, par le son. C'était l'affaire la plus facile. Sauf que, voilà. Fait que l'idée, c'est vraiment juste une valise qui est super solide, là, qui est comme vraiment un peu robuste, mais tu sais, qu'on a comme transformé on a décoré en valise, en fait, vieillotte, un petit peu. Comme une vieille malle, une vieille valise, en fait, là, qui aurait suivi une comédienne pendant des années. À l'intérieur de la valise, il y a un lecteur MP3 et 4 caisses de son. Fait que le professeur, dans le fond, ou la personne la reçoit à l'école, la rentre dans sa classe, ouvre la valise, installe les 4 caisses de son aux 4 extrémités de la classe, au niveau des oreilles de l'enfant, a juste à brancher la valise dans le mur et à insérer une petite clé USB dans le lecteur et après ça, appuyer sur play
et l'histoire joue. Fait que c'est un conte qui est raconté aux enfants, en fait, qui est interprété par des acteurs. Et ce conte-là dure de 20 à 25 minutes à peu près environ. Et la possibilité qu'on a avec ça, c'est qu'on fait voyager les enfants avec le son, parce que les 4 caisses de son sont indépendantes. Donc, le son est polyphonique et quadriphonique, en fait. Alors, on est capable de faire vraiment voyager, ne serait-ce qu'un train qui part en arrière à gauche et qui passe par en avant. Et les enfants sentent vraiment comme le son se promener. L'envie était, parce que, tu sais, au départ, on était là, pourquoi on l'a appelée la voyageuse? Parce qu'on parlait justement de, hey, on ne pourra plus voyager. Tu sais, voyager maintenant va être très, très, très difficile. Puis on se disait, les enfants sont comme confinés dans une classe alors qu'ils ne peuvent même plus, tu sais, visiter leurs grands-parents, visiter personne. Fait que l'idée était de comment les faire voyager tout en restant assis sur leur siège, leur bureau. Fait que notre envie était de faire les murs, en fait, de faire tomber les murs, en fait, de la classe pour être capable de vraiment se promener là-dedans, dans un univers un peu fou. Fait que on a demandé à 2 auteurs initiaux, en fait, à la base, à Véronique Côté et à Steve Gagnon. On leur a demandé de nous écrire chacun un texte qui comportait un voyage, que ce soit, c'était pas obligé d'être un voyage physique, ça pouvait être un voyage imaginaire, ça pouvait être un voyage dans d'autres sphères, c'était pas nécessairement là, concret sur je ferai ma valise puis je m'en vais. On désirait avoir une poésie, on désirait avoir des images, des sons. Et on a demandé à Josué Bocage de nous confectionner cette valise-là. Tu sais, lui qui est comme un gars qui tripe son, là, lui, il était emballé par l'idée de faire « Oh mon Dieu, vous me donnez un projet sonore où le son est en importance, je capote ma vie. » Fait que lui, tu sais, il était comme « Mais quelle idée simple, mais extraordinaire. » Fait que voilà, fait que c'est comme ça qu'est née La Voyageuse. Puis on a dit, parce qu'on avait envie vraiment de faire travailler des acteurs, de faire, tu sais, on se disait, nous, en tant que producteurs, on est un chaînon, puis le dernier chaînon, c'est les créateurs, en fait. Fait que c'était comment s'organiser pour que, justement, eux autres puissent travailler. Fait qu'on a dit aux auteurs, hey, limitez-vous pas dans le nombre de personnages. Ça va nous permettre de justement faire, hey, ce qui fait que Steve Gagnon a 8 comédiens dans son histoire de 20 minutes. Tu sais, Véronique, elle est allée avec 4 comédiens à l'intérieur. Fait que, ça nous permettait vraiment de faire, OK, fait qu'au final, on a fait travailler 8 plus 4, plus un concepteur, plus un auteur, plus une scénographe, plus. Ça a fait, OK, on a quand même réussi à faire travailler ces gens-là, puis on était vraiment contents. Mais surtout, on était contents d'aller à la rencontre des enfants, de leur faire vivre une expérience en commun. Parce que ça, nous autres, on trouvait ça triste que chacun se ramasse avec des écouteurs puis vive quelque chose tout seul. Là, c'est quelque chose qui vivent tout le monde ensemble, comme quand ils vont au théâtre. Ils vivent cette histoire-là ensemble, puis ils sont capables de se déplacer puis de faire comme hey, la porte, elle ouvre en arrière, puis il n'y a pas de porte. Mais ils croient qu'il y a une porte qui est là. T'sais. Les tout petits, en fait, à un moment donné, ils entendent la pluie, fait qu'ils regardent tout dehors, puis ils font mais ils ne mouillent pas. Ils sont vraiment immergés, en fait, dans cette histoire-là. Mais fait qu'on leur fait vivre ces histoires-là de façon simple, mais c'est un formidable voyage de leur côté. Évidemment, au travers de ça, là, je pourrais embarquer dans plein de discussions, mais évidemment, faire une valise, puis là, au début, on se disait, bon, ben, on va faire ça sans fil parce que ça va être beaucoup plus simple. Puis là, finalement, tu fais, ben non, il faut que ça soit avec des fils parce qu'il faut que ça soit un plug and play. Hein? On le branche, puis ça joue, puis il n'y a pas d'ostination. Faut que, puis là, il y a toute la question du niveau sonore, de tout, parce que là, tu dis, est-ce que les profs peuvent jouer avec le niveau sonore? Ben non, parce que le prof qui n'entend rien, il va monter ça dans le piton, puis l'enfant qui va être à côté de la caisse de son, ça va y péter dans les tympans. Fait que finalement, on a comme fait, non, c'est un seul niveau. Il y a une énorme réflexion justement là-dessus. Puis ce que nous, on trouve intéressant, c'est de contrôler un peu tout ça et la qualité sonore. Parce que de cette façon-là, quand on arrive en classe puis que, mettons, on écoute un spectacle sur Internet là, puis qu'ils mettent ça sur le tableau intelligent, là, je veux dire, ça sort de quelle caisse de son? Fait que le son devient un son un peu boboche, un peu à la merci du prof qui décide de faire OK. Fait que l'ambiance n'est pas nécessairement là. Donc, nous, avec les caisses de son, ça nous permettait de vraiment installer l'ambiance, de contrôler l'univers sonore sans contrôler quoi que ce soit.
Mais pour ça, il fallait que ça soit simple, simple, simple. Donc, vraiment, on branche la valise, on met des fils. Nos fils, là, il y a des couettes de fils, là, puis on a mis des bobines pour qu'ils puissent rouler, pour que, on a essayé de faire, OK, c'est un moton de fil. Non, ça ne marche pas, ça prend des bobines pour le ramasser. Parce que, on a réalisé dans nos tests que la prof, elle a d'autres choses à faire le matin. Là. Elle a la petite Émilie qui vient voir en disant, mais là, ce matin, je me suis comme cogné. Fait que, pendant qu'elle essaye de brancher la valise puis de comprendre comment ça marche, est en train de gérer d'autres cas, puis oui, il va faire ton dessin, oui, tu peux aller à la toilette, oui, bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, comment ça marche ce soir-là? Fait qu'on on a vraiment passé par une tralée d'expériences pour arriver à une simplicité et une qualité sonore. Fait que c'est à peu près ça. Et au départ, on s'était dit, on va faire 2 valises. On va se dire que, ça va marcher. On va faire 2 valises, comme ça, on va pouvoir être à 2 endroits en même temps. Puis ce sera ça. Et rapidement, on s'est ramassé à avoir 6 valises. Parce que, dans le fond, la demande a été plus grande que ce qu'on pensait. Fait qu'on s'est retourné à dire, mais les histoires sont déjà écrites, c'est des clés USB, fait qu'on a juste à les mettre. Fait que c'était simple, c'est juste qu'il fallait qu'on fasse les valises, qu'on les confectionne. Et après ça, c'est nous qui les faisons voyager, c'est nous qui l'envoyons, en fait, au diffuseur. Si je parle de ça, d'ailleurs, je peux-tu y aller tout de suite ou t'as mieux que j'attende, Martin? Je trouve qu'on a déjà un bon portrait, mais on pourra rentrer plus spécifiquement dans la mécanique après, si tu veux. Mais oui, merci beaucoup, Sylvain. Ah bon? Parfait. On va passer à Jean-François Guilbeault, en fait, de l'arrière-scène, mais qui vient nous parler plus spécifiquement ce matin du Théâtrophone, qui est une plateforme numérique à naître, en fait, puisqu'elle n'est pas encore disponible. Une plateforme numérique, donc, de théâtre audio, où on invitera, en fait, les enfants, les jeunes, les moins jeunes, peut-être, à fermer les yeux, tout simplement, pour entrer dans un univers théâtral. C'est une initiative de l'arrière-scène, mais en partenariat avec la Maison Théâtre et les Québec, qui sera disponible, Jean-François, si je ne m'abuse, en janvier prochain. Ouais, en janvier, on va faire le lancement. En fait, là, je vais me mettre un petit timer parce que pour vrai, c'est assez vertigineux. Là. Je me suis fait une petite liste du parcours là, que je voudrais vous raconter parce que c'est un projet ça fait quand même très longtemps qui m'assère, puis il est sur le point de naître. Ça que j'ai des pistes de réflexion qui sont encore en travail, qui sont encore actives, que j'ai l'impression que je pourrais parler pendant 4 heures de ce projet-là, puis je n'avais pas épuisé encore mon sujet. Un peu comme Sylvain, d'ailleurs. Ne t'inquiète pas, je suis maître du temps également, Jean-François. Voilà, fait que j'ai mon petit timer, fait que si jamais à un moment donné je m'égare, n'hésite pas à me ramener, là, mais juste pour vous parler un petit peu de la genèse de pourquoi est-ce que ce projet-là est né pour moi, c'est-à-dire que j'ai coécrit un texte qui s'appelle Noyade avec Andréane Joubert il y a plusieurs années, puis on a eu la chance de gagner un prix. Le texte a voyagé un petit peu, puis en fait, on a été sélectionné par un festival en Allemagne qui s'appelle Primeur, qui ne prend que des textes de la francophonie et qui les traduit en allemand. Et dans le festival, il y a une des œuvres qui est adaptée en théâtre audio, et moi, j'ai eu la chance d'aller en Allemagne puis d'assister en fait à l'enregistrement. Et comment ça se passe à Primeur, en fait, c'est qu'il enregistre devant public, en direct à la radio d'État, genre Radio-Canada, mais c'est radio allemande. Et ensuite, donc, c'est quand même très vivant, on entend la captation, et ensuite, ça rejoue, en fait, à chaque année, ils la remettent sur les ondes, et puis j'avais mon petit CD, je réécoutais chez nous comme la version allemande de ma pièce, je ne parle pas du tout allemand, puis je trouvais ça, en fait, fascinant, parce que c'était tellement c'est vraiment une relecture de ce qu'on avait écrit, ce qu'on avait mis en scène, puis ça, je crois que c'était comme en 2015, 2016, ça fait quand même longtemps. Puis quand je suis revenu de ce voyage-là, je me suis dit, waouh, on n'a pas ça chez nous. Tu sais, le radio-théâtre, le théâtre audio, on dirait que c'est associé à quelque chose de l'ancien temps. Mais ça m'a tellement parlé, puis j'ai tellement vu comme les possibilités avec ce format-là que au retour de mon voyage avec Liliane, avec qui j'avais la compagnie, Samsara, on a fait une demande de subvention pour faire un théâtre audio. On n'a pas eu la demande de subvention. On est parti sur d'autres projets, puis c'est comme tombé pouet-pouet. Mais moi, j'avais cette idée-là depuis très, très, très longtemps. Puis quand Serge Marois est venu me chercher pour aller à l'arrière-scène, j'ai dit, dans les projets que j'aimerais installer, c'est de réfléchir le théâtre audio. Puis là, c'est un gros projet, on a d'autres affaires, ça viendra. C'était comme pelleter. Puis là, boum, la pandémie, on ne peut plus rien faire. Puis un peu comme mes collègues, je me suis dit, l'audio, c'est une bonne façon en tant que producteur, créer quelque chose qui va pouvoir voyager, mais en tant que mon nouveau chapeau de diffuseur, c'est peut-être aussi une façon de trouver, de garder contact avec nos publics.
D'ailleurs, on a diffusé le projet de la voyageuse. C'était très, très, très apprécié. Ça a vraiment été super. Et donc, a commencé à macérer cette réflexion-là sur, bon, qu'est-ce qu'on fait? Je veux faire du théâtre audio, mais comment, tu sais, sur quelle forme, quel texte, comment qu'on fait ça? Puis, le petit highlight, disons, de la pandémie, c'est qu'il y a eu toutes sortes d'appels à projets et de grosses enveloppes financières qui ont été comme lancées vers nous. Puis, on a eu la chance d'être soutenus par le ministère de la Culture et des Communications dans un immense projet comme paquebot qui s'appelle Ambition numérique. Et ça a un petit peu comme formaté la façon qu'on avait envie de réfléchir le projet. C'est-à-dire que les règlements de la subvention, si tu veux, c'était que ce soit un projet pérenne, un projet collaboratif, un projet avec beaucoup de partenariats. Fait assez rapidement, j'ai mis mon chapeau de diffuseur spécialisé, puis j'étais allé voir mes corollaires, c'est-à-dire Sophie à la Maison Théâtre, Amélie au Théâtre Jeunesse Les Gros Becs. Puis j'ai dit, est-ce qu'on se met ensemble puis on essaie de réfléchir à une plateforme qui serait spécifiquement théâtre audio, mais juste pour le théâtre jeunesse et qui, a priori, serait pour les publics scolaires. Puis moi, j'avais aussi un petit agenda caché en arrière, c'est-à-dire qu'un autre de mes envies que j'avais d'explorer quand je rentrais à l'arrière-scène, c'était de réfléchir à la place du répertoire en théâtre jeune public, parce qu'on sait qu'on n'a pas l'habitude de beaucoup revisiter les pièces du répertoire. On est des compagnies de création pour la plupart, on a souvent des nouvelles dramaturgies, puis on dirait que comme l'arrière-scène porte le libellé de centre dramatique pour l'enfance et la jeunesse, je suis comme, mais qu'est-ce que ça veut dire, un centre dramatique? C'est pas tout à... Puis d'ailleurs, ça n'existe plus vraiment en France, des centres dramatiques jeunes publics, ça a comme tout été changé. Fait que je me suis dit, moi, dramatique, c'est dramaturgique, puis j'ai comme envie de... Puis il y avait les cercles de lecture qui commençaient au Cube aussi autour de ça, puis je me suis dit, j'ai envie de relire des vieux textes, puis c'est pas des vieux textes 90, 2000, la dramaturgie québécoise, jeune public est assez jeune quand même. Puis moi-même, je me rends compte que je connaissais pas du tout les textes des années 90. J'ai eu envie de les relire, puis je me suis dit, là, j'ai commencé à faire aussi, là, je vous passe les détails, là, mais je me suis mis à travailler sur l'Arche de Noémie de Jasmine Dubé. Je suis plongé dans donc, sa théâtrographie à elle. Puis j'étais comme, mon Dieu, Jasmine, j'ai l'impression que je connais tout d'elle. Puis finalement, je lis des textes, je n'ai jamais entendu parler de ça. Je me dis, si moi, je suis les deux pieds dedans, tombé dedans quand j'étais petit, là, puis que je ne connais pas ça, je me dis, comment est-ce que le grand public peut s'y intéresser? C'est quoi leur porte d'entrée là-dedans? Fait que ça, puis je me dis, je ne peux pas me mettre à faire une production de tous les textes qui m'intéressent de la dramaturgie parce que j'ai un élan d'écrire des nouveaux textes, des nouvelles dramaturgies. Fait que je me suis dit, tiens, la création d'une œuvre audio, c'est quand même plus léger, plus facile qu'une œuvre scénique. Ça se crée plus rapidement, c'est moins cher, ça peut laisser une trace. Puis là, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose avec cette plateforme de théâtre audio-là qui pourra éventuellement devenir aussi peut-être une banque de répertoire pour aller écouter des œuvres ou une œuvre en particulier de Suzanne Lebeau, de Jasmine Dubé, en tout cas, l'idée d'aller comme voir des textes plus de répertoire et tout d'un coup d'y croiser des textes de nouvelles écritures, peut-être éventuellement des exclusivités, des textes qui auront été écrits pour ça, mais pour le moment, on se plonge vraiment dans des textes qui ont déjà eu une vie sur scène qu'on veut adapter. Donc, cette notion-là, la piste de travail, c'était donc d'adapter des œuvres, de travailler directement avec les auteurs, les autrices à transposer donc l'écriture, un peu comme ce qu'on avait fait pour Noyade, en fait. C'est-à-dire de voir est-ce que les répliques ont besoin d'être changées un petit peu dans le vocabulaire parce qu'on aurait besoin de voir pour comprendre. Qu'est-ce qu'on fait avec les didascalies? Est-ce qu'on a un narrateur qui lit les didascalies? Est-ce que ça peut passer par les ambiances sonores, le sound design, etc. Fait qu'on a un petit peu eu cette réflexion-là, puis on a dit les auteurs sont les mieux outillés pour adapter leurs textes. Puis de fil en aiguille, on a décidé d'associer en fait les auteurs, les autrices avec des metteuses en lecture pour travailler ensemble. Et on a trouvé un espèce de format qui convient à notre projet, c'est-à-dire qu'on divise les pièces en épisodes. Donc, on a en moyenne 4 épisodes. Et puis, oui, c'est ça. C'est parce qu'en fait, pour ce qui est différent par rapport à ce que Sylvain disait, nous, on n'est pas dans une notion, excusez, il y a comme de la construction, là, ça me distrait un petit peu. On n'est pas dans une optique de faire quelque chose d'immersif et d'être dans une expérience esthétique. C'est pas tout à fait ça notre angle, c'est vraiment plus... on a un aspect plus pédagogique, en fait. On veut que, et on a eu beaucoup de personnes qui avaient peur de, si vous vous lancez dans le théâtre audio, est-ce que ça va remplacer la sortie? On ne sortira plus au théâtre. On a des partenaires diffuseurs qui avaient cette inquiétude-là. Nous, on a dit, non, c'est vraiment, en fait, c'est exactement l'inverse. On veut créer des nouveaux points de contact avec des
des jeunes, des profs qui ne sortent pas nécessairement pour leur donner la piqûre, pour démystifier en fait la dramaturgie, la pièce de théâtre. Fait que là, on a organisé, on est allé chercher Anne Nadeau, grande Manitou de la pédagogie, s'il en est une. Et puis, en fait, on a réfléchi avec elle et avec des focus groups de profs du primaire, du secondaire, parce que notre offre va aller de la première année à la 5e secondaire. Réfléchir, en fait, des façons d'entrer dans les œuvres pour que ça soit à la fois une expérience esthétique quand même. Donc, on rencontre des dramaturgies, on rencontre des créateurs, on a des voix de comédiens et comédiennes, mais qu'aussi, il y a un parcours éducatif à travers ça et que ça multiplie, en fait, les points d'ancrage dans une année scolaire. Si on fait une seule sortie scolaire, on peut aussi écouter une ou deux œuvres audio, puis on va avoir rencontré tout d'un coup 3 univers dramaturgiques de différentes façons, avec différents langages, différents points de vue. Et là, on a divisé ça en 4 épisodes parce que on propose en fait un parcours pédagogique qui est très clé en main et qui est aussi très adaptable de prof en prof pour qu'ils puissent se l'approprier. Donc, on a 4 capsules vidéo, 4 pour le primaire, 4 pour le secondaire. On a 4 épisodes, puis ensuite, on a 4 pistes de réinvestissement, grosso modo. Fait qu'on propose sur une semaine, par exemple, une prof de 2e année, qu'elle écoute une capsule vidéo sur qu'est-ce que l'écriture dramatique. On écoute un premier épisode, ensuite, on réfléchit sur le vocabulaire dans l'épisode. Le lendemain, on va écouter une capsule sur la mise en lecture, on écoute le 2e épisode, on réfléchit sur les choix de mise en lecture qui ont été faits dans cette œuvre-là, et ainsi de suite avec une capsule sur le travail vocal de l'interprète et une capsule sur la conception sonore. Et donc, au travers ces 4 étapes-là de travail, ben, on a traversé, on a augmenté, on a amélioré notre vocabulaire sur qu'est-ce qu'un personnage, une didascalie, un texte, une situation, etc., etc. Ce qui fait que ça fait comme une espèce de cours accéléré sur qu'est-ce qu'une pièce de théâtre est, mais en même temps, c'est concret parce qu'on est dans une œuvre, on peut s'appuyer sur les personnages, sur la langue, on peut tout d'un coup aiguiser un peu son œil critique. Ça, c'est plus le format, je passe assez vite, là, je pense, tu vois, ça fait 10 minutes. Fait que je pense que je peux m'arrêter là. Ce qui est important de savoir, cela dit, c'est que le but, c'est que ce soit, pour que ça devienne pérenne et collaboratif, en fait, le but, c'est justement qu'on ne soit pas dans une gratuité. Tu sais, je sais que le fait audio, là, mettons, si je me fie à ce que Radio-Canada a fait, par exemple, ou la Scène nationale du son, l'audio, c'est par défaut directement gratuit et libre d'accès. Nous, on veut comme proposer une espèce de modèle d'affaires où on ne veut pas aller dans la gratuité parce qu'on veut que ça génère du revenu qui va permettre d'en faire et que ça devienne justement pérenne. Et aussi valoriser que l'art en jeune public, surtout quand c'est dans un axe pédagogique, bien, il y a des fonds pour ça, puis les artistes devraient comme en bénéficier. Fait ça, c'est un embûche là, sur lequel on pourra revenir plus tard, mais aussi que ce soit démocratique et on veut, là, on le part la machine avec les 3 diffuseurs spécialisés, mais en fait, on a déjà plusieurs diffuseurs plus régionaux qui sont des partenaires qui vont embarquer un petit peu plus tard quand on va avoir fini notre phase expérimentale. Mais mettons, moi, mon pitch, c'est que j'aimerais que tous les diffuseurs du Québec et en fait de la francophonie qui veulent offrir cette offre-là dans leur communauté puissent le faire. En fait, le diffuseur a juste besoin d'être un relais pour venir bonifier en fait son offre en jeune public. Puis là, notre comité artistique se bonifie aussi avec tous ces partenaires-là. Puis il faut que je salue, by the way, juste ma coordonnatrice, Vanessa Seller, qui est là en ce moment, parce que ça a l'air de rien, mais c'est extrêmement complexe comme projet. Puis on a bien des problématiques, mais là, on approche d'un lancement, ça que là, les nœuds se dénouent. Ouais, c'est une bonne nouvelle. On a hâte. Est-ce que je suis. Oui, non, moi, je pensais que j'avais pas de son. Donc, oui, on a hâte de voir ça, Jean-François, tout à fait. D'entendre ça plutôt, si je veux parler justement. Mais c'est sûr que ça pose des problématiques en termes d'argent, puis tout ça, comment le choix que vous avez fait comparativement à certaines autres plateformes comme la Scène nationale du son, justement. Mais j'aimerais juste relancer peut-être vers Karine. C'est une question plus technique, mais comment on fait justement pour financer ça? Parce que toi, ton balado, il est plus en écoute libre. Les gens ne payent pas pour ça. Oui, ben nous, on a premièrement voulu profiter du momentum, sachant qu'on allait repartir sur la création, la version scénique dès qu'on allait pouvoir. On voulait quand même que ce soit quelque chose qui soit offert comme avec le mois multi, puis avec le Théâtre français du CNA, dans les timings, si on veut, pendant la pandémie. Donc, on est allé vers le déploiement numérique au calque pour avoir un soutien.
Puis, on a transformé nos résidences de création en espace là, pour travailler ensemble sur ce projet-là. Donc, c'est ça, là. Fait que le momentum a un peu fait, on avait parlé un petit peu avec Jean-François, où, tu sais, dans l'idée de développer quelque chose, je comprends vraiment l'idée de payer, tu sais, pour y avoir accès, mais en même temps, là, tu sais, pour nous, comme petite compagnie, comme je reprends l'expression, mais dans la mer du web, là, tu sais, si on avait fait payer comme dans ce momentum-là, tu sais, je crois qu'on n'aurait pas eu beaucoup d'auditeurs, tu sais. C'est une carte de visite aussi, je comprends. Tu sais, pour Oui, c'est ça. ça demeurait une carte de visite. Ben c'est ça, tu sais, puis quelque part, là, je réponds moins à ta question là-dessus, je continue, là, mais sur le fait que c'est clair que pour nous d'avoir fait ça, ça nous a fait hyper avancer, là, tu sais, au point de vue de la musique, de l'art sonore, du travail en studio, et aussi de la version scénique, tu sais, fait que ça nous a permis de continuer à être actifs dans le projet. Mais c'est ça, là, par rapport à la gratuité, dans le sens que mais je pense qu'au CNA, ça coûtait vraiment rien. Au moins, Laurence, laisse-moi te demander, dans le sens que je pense que les gens allaient vers... je sais pas si c'était avec leur abonnement, je me rappelle plus, mais en même temps, nous, c'était gratuit. Ben oui, c'est ça. Ouais, c'était gratuit, vu que c'était via votre plateforme. Tous les publics du Mois Multi avaient accès à Chansons pour le musée gratuitement. Ouais. Ben Je oui, pense tout pas à que fait. Mélanie, d'après ce que j'ai compris, Mélanie me disait, je pense qu'elle est là, Mélanie, je sais pas si elle est encore là. Enfin, je l'ai vue tout à l'heure dans les participants, mais elle disait qu'elle avait fait, salut Mélanie, ils ont organisé des séances d'écoute en groupe, c'est ça, Oui. même balado. Ben oui, ça c'était formidable. On est allé au CNA, alors que les théâtres étaient fermés à Montréal depuis, je pense qu'on a eu une petite fenêtre magique en décembre 2020 au CNA. On était comme le deuxième spectacle dans l'année qui pouvait accueillir dans leur studio. Fait qu'on est allé au studio, on a fait, moi puis Nicolas, on avait nos tables de son, puis on a écouté donc avec le public dans le studio le premier épisode. Puis après ça, on leur a fait quelques chansons live. C'était vraiment tellement le fun. On en avait comme une espèce de, je sais pas trop quoi, la fenêtre qu'on a eue pour avoir un moment live à ce moment-là. Mélanie, est-ce Ouais. que tu as quelque chose à rajouter là-dessus, sur cette expérience-là? Je veux pas que tu t'étouffes, là. Ben, oui, en fait, la chose que je dirais, c'est que ça a été tellement probant comme expérience pour l'équipe du théâtre français, mais aussi pour le public, qu'on s'est dit que ce serait vraiment dommage de jamais refaire ça. Parce qu'il y avait vraiment un sentiment d'écoute et de communion exceptionnel, de se retrouver ensemble, à fermer les yeux, à entendre cette histoire, cette chanson, et après avoir l'espèce d'acmé avec Karine et Nico qui performent sur scène. C'était vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Puis on s'est dit qu'on aimerait répéter l'expérience dans le futur. Hein? C'est super. Est-ce que, Lise, je vois que tu as la main levée, Lise Gionnet, du théâtre de quartier, si tu peux intervenir, je te laisserai intervenir avec plaisir. Vous m'entendez? J'ai des Oui. problèmes de connexion, alors je m'excuse. Nous, au théâtre de quartier, à un moment donné, on s'est senti obligé d'embarquer dans une captation audio d'un extrait de ça. On est au mois de mai 2020. Si la pandémie n'avait pas eu lieu, on s'apprêtait à faire une série de représentations du spectacle dans le cadre de Petit Bonheur, 10 spectacles, tout ça. On n'avait pas ça. Milva et moi, on s'est dit, est-ce qu'on fait quelque chose? On a réfléchi beaucoup. Est-ce qu'on fait de l'audio? Est-ce qu'on fait... Hein? Finalement, on a choisi de faire de l'audio parce que pour nous, c'était la chose la plus éloignée du spectacle. Et c'était une chose qu'on pouvait faire très, très facilement. Ceux qui connaissent Milva savent quand même qu'elle a une certaine qualité de conteuse. Le spectacle avec de courtes histoires se prête bien. Mais si je n'avais pas eu l'aide de Julie Daneda, je ne sais pas d'ailleurs si elle est ici aujourd'hui, nous, au quartier, garde, on n'a pas ce qu'il faut pour faire ça. Puis, on n'a surtout pas l'énergie, le personnel,
Oh, je pense qu'on a perdu Lise. Mais effectivement, ça demande beaucoup d'énergie, effectivement, parce que des fois, c'est pas notre, comment je dirais, notre domaine premier. On fait du théâtre, hein. Fait que là, on se dit, ah, est-ce que tout à coup, on ne se sent pas un peu imposteur là-dedans? Jean-François, tu as le doigt levé, peut-être? Le temps que Lise se reconnecte, je peux faire du pouce un peu sur ce qu'elle dit parce que, effectivement, mettons Karine, pour avoir écouté Chanson pour le musée en audio, puis être allée le voir la semaine passée, je trouve que c'est-à-dire que c'est le même texte, c'est la même comédienne, c'est grosso modo la même conception, mais pour moi, ça pourrait pas être plus loin les deux expériences. Puis elles sont, mettons, moi, de mon point de vue de spectateur, je les ai trouvées très complémentaires. J'ai beaucoup aimé ça, découvrir les deux formes. Puis on dirait que ça m'a comme renforcé quand je l'ai vu la semaine passée, ça a renforcé ma petite joie que mon projet est en train d'avoir lieu parce que je me dis c'est tellement complémentaire. On peut voir le show puis aller l'écouter après et ou vice-versa, le même texte. Puis là, nous, en fait, on est en plus dans pas les mêmes comédiens, pas les mêmes metteurs en scène, etc. Fait que c'est une autre couche de plus, mais je veux dire, avec la même équipe, les deux expériences sont tellement différentes. Puis je trouve que les deux sont riches chacune à leur façon. J'imagine que comme créatrice aussi, tu as expérimenté ça aussi, d'être à ton micro versus être devant une salle de 300 enfants qui te communiquent cette affaire-là. Je trouve que ça donne une profondeur puis toutes sortes de dimensions en fait à cette dramaturgie-là que tu portes avec ce projet-là. Puis je trouvais ça, en tout cas, anecdotiquement, mais je trouve ça très, très touchant, en tout cas, de les expérimenter parce que dans l'intimité d'ici avec mes écouteurs, quand je l'ai écouté, j'étais bouleversée, je trouvais ça donc bien génial. Puis effectivement, je dansais puis je regardais mon plafond. Puis quand j'étais dans la salle avec les jeunes, j'étais tellement captivée par la mise en scène, par toi, par ton univers, que j'ai pas eu du tout les mêmes images. Je n'avais pas le même musée dans ma tête, j'avais pas le même psycholète. Puis on dirait que la même chose par rapport au conte de la voyageuse, je les avais écoutés, comme on l'a dit ça, je les avais écoutés dans mes écouteurs avant tout seul. Puis après ça, de les expérimenter en classe, c'est pas la même chose. On en a parlé un petit peu hier, là, les filles, vous avez soulevé ça, mais l'aspect du intime, privé, l'intimité qu'on a chez nous quand on écoute quelque chose versus de l'écoute collective avec la même œuvre, comme ce que vous avez fait au CNA avec l'écoute collective. Ça ouvre tout d'un coup des chemins possibles qui sont très, très différents avec une même œuvre. Et puis, ça multiplie, je trouve, les possibilités de développement, même artistique, là, de réception de ces œuvres-là. Bien, si on parle de réception, je voulais justement peut-être, Sylvain, peut-être que tu peux nous en parler un peu parce que je me demandais quel retour est possible, quelle rétroaction est possible. On a abordé ça aussi hier avec le théâtre et le virtuel, par exemple, parce qu'on est des gens de scène, on est des gens qui sont habitués d'avoir la réaction du public instantanément. C'est ça c'est la chaleur, en fait, du théâtre. Mais quand on est en éloignement, parce qu'on a 4 valises qui se promènent à travers le Canada, ben, comment on fait pour avoir justement la rétroaction des jeunes spectateurs? Bon, écoute, je vais commencer par parler de notre écosystème qu'on voulait respecter. Quand on a fait la valise, pour nous, c'était très important. On s'est dit, est-ce que nous, on va devenir un diffuseur? L'objectif, c'était non. C'était de fonctionner aussi avec les diffuseurs présentement. Nous, on est un producteur d'œuvres et on fait affaire avec des producteurs. Puis les producteurs se démènent pour garder des contacts avec des écoles, avec des profs, pour rappeler que venez voir au théâtre. Fait qu'en temps de pandémie, pour nous, c'est important cet écosystème-là, que nous, on ne se substitue pas aux diffuseurs et qu'on fasse hey, nous, on va vous amener la valise d'un bord puis de l'autre. Donc, on a toujours fait affaire avec le diffuseur en fait, puis tout l'objet de la valise, c'est comme ça arrivait sur scène, puis il n'y avait pas de public. Fait que le diffuseur l'amène justement dans les classes pour aller à la rencontre du public. Fait que c'était rappeler aux enfants qu'il y a une salle proche de chez vous. Puis cette salle-là, d'habitude, elle accueille des spectacles. Puis, bref, notre envie était quand même de toujours ramener ce lien-là clair avec le théâtre proche de chez eux. Et évidemment, nous, l'histoire de la voyageuse, c'est aussi un peu une médiation. Fait que le tarif qu'on a n'est pas, c'est pas comme un spectacle normal, là, mais c'est plus comme une affaire de médiation. Et on demandait aux diffuseurs, si c'était possible de rentrer dans l'école, d'avoir un médiateur qui accompagne la valise. Donc, avec le médiateur, on était capable d'avoir un retour sur l'écoute des enfants, sur comment ça se passe. Mais avec notre valise, vient également des cartes postales. Bon, on a redonné un peu la noblesse de la carte postale aux enfants, là, que présentement, il y en a plein qui ne savent même pas c'est quoi une carte postale. Mais on envoyait, en fait,
on offrait au diffuseur une carte postale au départ que le diffuseur peut envoyer à la classe en disant « Bonjour, classe de Madame Julie, je viendrai vous visiter prochainement, j'ai hâte de vous rencontrer, la voyageuse. » Fait que le professeur pouvait recevoir cette lettre-là une semaine avant, mettons, ou quelques jours avant, pouvait la lire aux élèves en disant comme « il y a quelque chose qui s'en vient ». Puis quand la valise arrive, ben, on a une carte postale vierge que les enfants dessinent après pour qu'ils puissent, admettons, nous montrer leur monde intérieur, leur monde imaginaire, en fait, qu'ils ont envie de partager avec quelqu'un. Puis après ça, on disait au professeur, ben, dans le fond, vous pouvez expliquer-leur c'est quoi une carte postale, comment on la remplit, puis vous pouvez l'envoyer à quelqu'un dont vous vous ennuyez ou avec qui vous avez envie de partager votre monde. Et on avait également une carte postale qui était une carte de rétroaction par rapport au professeur. Fait que le professeur, pendant que les enfants remplissaient la carte postale, les professeurs nous remplissaient, eux autres, une carte de commentaires que le diffuseur, après ça, nous retournait avec les écoutes. C'est un peu comme ça que nous, on était en mesure de voir la perception, parce qu'évidemment, c'est un peu une bouteille à la mer qu'on lance, qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver au final. T'sais, on ne sait pas la façon que c'est reçu, mais les commentaires des professeurs et des médiateurs qui ont accompagné la valise sont comme, mais c'est fantastique de voir les enfants plonger dans cet univers-là immense, de sentir que c'est ça, que les murs tombent, puis qu'on s'éloigne, puis qu'on vole, puis qu'ils partent. Puis la poésie des deux auteurs qu'on avait aussi amène ça, l'envie d'avoir Véronique puis Steve, c'était merveilleux. Là, fait que c'est comme ça qu'on pouvait avoir vraiment une rétroaction, une réception, mais on se disait au moins, on a quand même c'est ça. On on avait quand même une certaine maîtrise sur le niveau sonore aussi. Fait qu'on se disait, ben on le sait que ça va être bien reçu. On n'a pas le choix. Ça, au moins, on a un certain contrôle là-dessus. Ça, je veux dire, ça a très bien marché. Vous avez démarré ce projet-là en temps de pandémie, puis c'était une solution, en fait, de rechange à l'espace jeu qui était plus disponible, c'est ça? Oui. Puis, vous avez fait, je ne me souviens pas du chiffre, mais c'était comme 400 quelques visites, en fait. Au total, on en a fait 825 oh my God. De novembre à juin. Donc, ça vraiment, avec les 6 valises, puis on a voyagé du Québec jusqu'à Vancouver. Là, le Théâtre de la 16e à Vancouver nous a accueillis également. Puis eux autres, à la base, disaient on va faire 50 écoutes peut-être, mais au final, ils en ont fait 130, je pense. Fait que c'était comme extraordinaire. La valise a voyagé en avion à Vancouver. Là, en fait, en Colombie-Britannique, c'était merveilleux. Parce que l'avantage, c'est que la valise rentre dans le lieu, mais on fait juste changer la clé USB. Fait qu'elle peut être en classe de première année à 9 h, puis à 10h30, elle est dans la classe de quatrième, puis ça ne change rien. T'sais. Comprenez-vous, ça peut voyager vraiment dans l'école. Puis ce que nous autres, on trouvait fun d'offrir aux diffuseurs également, c'est la possibilité d'aller rejoindre des enfants en région un peu plus éloignée. En fait, de se dire, souvent, ben, le transport scolaire, c'est compliqué. Nous autres, on pensait c'est niaiseux, là, mais on n'est pas allé, puis ça me déçoit, parce que l'île aux Coudres, qui est proche, qui est dans Charlevoix, on se dit, mais l'île aux Coudres, ils ne se déplaceront pas pour venir voir un show au Gros-Bec à Québec. C'est bien trop loin. Puis, il n'y a pas de diffuseur à part. Il n'y en a pas vraiment, en fait, qui diffusent du théâtre jeunesse, jeune public, dans le coin de Charlevoix. Fait que nous autres, on se disait, mais la valise peut justement se rendre jusque-là. Mais maintenant, c'est de trouver comment la faire voyager. Parce que, évidemment, là, je tombe dans un autre peut-être dossier, mais tout le monde était enclin, tous les diffuseurs étaient enclins à faire « OK, on fait des projets, on veut rejoindre notre monde, on veut rejoindre notre monde. » Et maintenant que la pandémie est réouverte, et comme que les salles sont réouvertes, là, on se pose la question sur « Ouais, mais maintenant, est-ce qu'ils ont envie de présenter des projets audio, des projets numériques de quelque façon? » Et l'envie est de faire « Ben non, on est une salle, on veut avoir des spectacles en salle. » Là, on se ramasse avec justement, ben, écoute, est-ce que le diffuseur a envie d'embarquer là-dedans ou est-ce que le diffuseur se dit, ben non, je vais me limiter. Mais là, nous, on veut quand même garder l'écosystème. Je n'ai pas nécessairement envie de me dire, hey, je me garoche-tu avec le réseau des bibliothèques? Je me garoche-tu avec les réseaux municipaux, avec les MRC? J'essaye-tu, fait qu'on est justement dans cette réflexion-là de faire, OK, comment qu'on s'arrange maintenant? Parce qu'on a eu une très belle réception l'année passée, mais là, cette année, c'est un peu plus tranquille.
C'est ça que j'allais dire, parce qu'avec le confinement, on avait vraiment besoin de rêver. Ça a fait du bien, j'imagine, d'avoir ce genre de projet-là, d'initiative. Mais cette année, ça a été plus difficile. Tu me disais, je pense que vous êtes passé, c'est ça, de 800 représentations, si je peux m'exprimer ainsi, mais 600 présences de la valise à quelque chose comme quelques présences cette année. Oui, c'est ça. On est vraiment à très peu. Puis nous, on a décidé, encore là, pour faire retravailler des gens, de réécrire, de faire des nouvelles histoires. Fait que là, on est rendu avec 3 nouveaux comptes qui sont en train de se finaliser. Fait que, les 2 autres restent disponibles, mais on se dit, OK, ils ont eu une belle vie quand même l'année passée, on va les garder, mais on a demandé à d'autres équipes pour faire retravailler d'autres auteurs. Puis maintenant à cette heure que, on a imaginé cette affaire-là, au début, là, tu dis, on fait ça en quadriphonie. C'est bien beau pour un auteur, un metteur en scène, mais tant que tu ne l'as pas écouté, tu ne vois pas les possibilités. Il y a un côté, puis quand finalement on l'a fait, on a fait une écoute, le monde fait Oh, OK, on peut se rendre là. Oh, ça ouvre un autre univers. Fait que d'inviter des nouveaux concepteurs à travailler aussi cette chose-là, la quadriphonie, d'explorer, d'apprendre, c'est là qu'on avait envie d'aller cette année. Puis on pourrait même parler des ententes contractuelles que tu as dû inventer ou négocier. Ah oui, ça, c'est autre chose. Ça. Mais ça, on est plusieurs à avoir eu des ententes contractuelles un peu compliquées, là. Hein? Ça devient toujours... Oui, je t'oublie pas, Légionnaire est revenu avec nous après avoir été déconnecté malencontreusement. Mais j'aimerais juste... Laurence, tu voulais réagir à chaud, je pense, à ce qui se disait là. Vas-y, Laurence, puis je te donne la parole après, Lise. Oui, absolument. Ce que Sylvien vient d'apporter correspond exactement aux notes que je suis en train de prendre à côté dans un document. Sur cet enjeu-là, en fait, où les compagnies, les producteurs ont été soutenus pour produire des œuvres numériques, des œuvres sous d'autres formes. Ça a super bien marché pendant la pandémie parce que ça répondait à un besoin devant l'impossibilité de faire venir les publics en salle. Mais je pense qu'on est très, très nombreux à se retrouver avec le problème de la diffusion aujourd'hui. Puis de l'autre côté, les diffuseurs sont aussi pognés avec le problème du défi, en fait, de faire revenir leur public en salle. Puis j'émets un souhait là, collectif. Je pense qu'il faudrait rapidement avoir une conversation là-dessus parce que ce qu'on a constaté durant les 2 dernières années, ou du moins durant la dernière, c'est tout d'un coup, cet immense terrain de jeu qui vient de s'ouvrir à nous, ces possibilités extraordinaires de repenser nos formes, de défricher des nouveaux chemins disciplinaires, de rejoindre les publics de d'autres façons, de rejoindre des publics qui n'étaient pas rejoints, ce qu'on nous demande de faire en médiation puis en développement de public depuis des années et des années. Enfin, on peut le mettre en place et le réaliser, mais tout d'un coup, on se retrouve court-circuité parce que nos camarades diffuseurs ne sont pas capables d'accueillir à la fois des productions en salle et de faire de la diffusion, disons, dans des tiers-lieux ou hors normes ou dans des espaces virtuels. Ça a l'air vraiment difficile à concilier actuellement. Sauf qu'on a un gros problème. Tu sais, quand j'entends la réalité des confettis qui passe de 825 représentations en classe à pas grand-chose, tout d'un coup, c'est des publics qu'on prive aussi, tu sais, puis c'est des artistes qu'on prive de revenus, de travail, de faire entendre leurs paroles, avec des projets qui pourraient être tout à fait complémentaires avec des projets en présence dans des lieux physiques. Donc, j'espère qu'on va trouver une manière que les projets hors salle, atypiques, je ne sais pas comment les nommer autrement, puissent continuer d'avoir une vie parce que ce sont des projets qui ont été énormément appréciés. Je repense au projet de théâtre au téléphone du Théâtre d'aujourd'hui puis du Périscope. C'était hallucinant, c'était extraordinaire, mais pourquoi faudrait-il que ça soit confiné au moment de la pandémie puis que ça n'existe plus jamais? On entretient tout d'un coup tout un autre rapport au public, tout un autre rapport à l'œuvre quand tu es au téléphone tout seul chez toi à recevoir la voix d'un acteur qui te lit un extrait de texte. C'est pas la même affaire que d'aller dans une salle, puis c'est une autre expérience, c'est pas préférable, c'est juste différent. Bref, je souhaite vraiment qu'on ait cette conversation-là avec les diffuseurs pour voir comment on peut s'arrimer pour que nos projets puissent vivre. Parce que là, c'est du gaspillage. Actuellement, là, je trouve que c'est du gaspillage de fonds publics d'avoir été autant financés pour des œuvres qui sont si difficilement diffusables finalement, puis ça nous demande des pieds et des mains de part et d'autre. Ce n'est pas un jugement vers les diffuseurs. Pantoute, je comprends vraiment leurs difficultés, mais va falloir que ça se passe parce que là, on a des œuvres qui se retrouvent au placard ou menacées d'être mises au placard alors qu'elles pourraient rencontrer leur public.
J'aurais envie d'ajouter, Laurence, que cette discussion-là, oui, il faut l'avoir avec les diffuseurs, mais je pense qu'il faut aussi interpeller les bailleurs de fonds, parce que je pense qu'ils ont aussi une grande part là, dans la possibilité de maintenir ces propositions qui sont atypiques. Parce que les diffuseurs, je pense qu'il y en a plusieurs qui seraient contents, mais après, comment peuvent-ils financer ces initiatives-là? Donc, je pense qu'il va falloir élargir le débat aussi, puis inviter, en tout cas, certains bailleurs de fonds à se mêler avec nous dans ces discussions-là. Fait que j'ai volé la parole à Lise, là, mais je voulais absolument intervenir. Comme Laurence et moi, on fait un finalement. C'est comme si c'est elle qui avait continué, quoi. Vous êtes incomplètes et complètes ensemble, en fait. Alors, Lise, justement, tu nous parlais de ce projet, ça. Vous avez été confronté à la réalité de développer un projet audio autour du projet. Puis, je pense que quand on t'a perdu, tu nous parlais, en fait, de Julie Doneda et de l'aide, du soutien, en fait, que tu as eu de la Maison des Arts de Laval. Oui, et ça me permet de me raccrocher beaucoup sur ce que Laurence dit. Moi, si je n'avais pas eu Julie Doneda et la machine de la Maison de la culture de Laval, j'aurais pas pu faire ça. J'avais pas les moyens. J'étais intéressée par la chose, mais je savais pas où le diffuser, je savais pas comment avoir les feedbacks, tout ça. Nous avons donc fait un très, très court extrait. C'est pour des bébés. Je ne sais pas ce que ça a donné. J'ai eu un nombre de gens qui l'ont écouté. Et ça s'est fini là. Nous autres, on a dit non, ça va faire. On veut que le spectacle existe. Puis je l'oppose. Puis, Laurence, je crois que la conversation, elle doit se faire très, très, très bientôt. Parce que moi, j'ai peur pour le théâtre. Et je comprends que des compagnies n'aient pas une démarche uniquement théâtrale, qui soit plus dans la performance. Je regarde Karine, qu'elle soit capable, Karine, de me dire qu'à travers le web, elle retrouve de l'intimité. C'est formidable. Moi, je trouve ça fascinant de vous entendre. Mais le théâtre est en danger là-dedans, d'après moi. Et qui dit danger, dit il faut le protéger. Moi, et Jean-François, je te reprends, c'est pas 90 notre histoire, c'est bien avant ça. Excuse-moi, là, je vais juste replacer ça. C'est au moins 75. Là. Regarde, ça, c'est pas grave. Et je ne sais pas si je suis la seule là-dedans à être fascinée par toutes ces choses-là, mais en ayant une crainte que ça devienne des modèles. C'est pas vrai. Moi, depuis 40 ans, je comprends toujours pas comment ça marche, le théâtre jeune public, et je vais continuer à essayer de comprendre c'est quoi cette relation-là avec le public vivant. Excusez-moi, mais j'aime ça, cette affaire-là, ce contact-là. Et comment, autour de moi, on peut me laisser de la place et ne pas m'obliger à aller vers un langage qui peut-être m'ouvrirait des voies, sûrement, mais dans lequel je ne me sens pas attirée. Puis quand je parle de moi, je parle de Louis-Dominique, qui en termes de dramaturge, il y a de la misère à se pogner sur le Zoom, là, gars. On est à la fois fasciné par ce qu'on a vu, et moi, j'étais terrorisée comme productrice par le fait qu'on venait de se rajouter une autre tâche, puis on venait, en quelque part, de dire que le théâtre pouvait se faire autrement, et ça me fait peur. Et c'est pas nous qui disions ça, c'est le discours ambiant. C'est bien sûr, nommons-le, le Conseil des arts du Canada qui disait, qui nous poussait, faites des demandes et tout ça. Et j'espère que je suis bien comprise parce que je n'oppose pas la démarche, les démarches qui sont faites sur le web, toutes les expériences, mais
je mets le théâtre au cœur de tout ça. Et moi, j'ai peur pour le théâtre. J'ai peur pour sa diffusion. Et juste pour finir, quand Sylvain, tu nous dis, tu sais, je passe de temps à temps cette année, bien, c'en est un. Puis juste pour la petite anecdote, j'ai des diffuseurs qui m'ont demandé, bien, que dans ça, on va l'enregistrer, puis on va le passer au lieu de le jouer. J'en ai eu. Bon, Milva est en break actuellement, on continue à le jouer. Je ne suis pas pour aller. Ce spectacle-là existe dans sa présence. Voilà, je veux juste Très lancer bien, ce c'est pas. débat-là et je veux surtout être comprise comme étant pas quelqu'un qui questionne ça. Oui, l'histoire et le projet de la Maison Théâtre, l'histoire, s'il vous plaît. Le truc des confettis, ça fait penser à quelque chose qui a été fait à l'arrière-scène, mais de façon live avec Françoise Pillet au début des années 80. On a besoin de se rappeler, j'ai besoin de se rappeler, on a besoin de se rappeler nos histoires pour le faire évoluer, ce théâtre-là. Bien sûr, je pense que le numérique, en plus, ça fait, tu l'as bien rappelé, Elise, au Conseil des arts du Canada, on nous a vraiment mis sur les rails là-dessus depuis plusieurs années. Puis ça fait 10 ans qu'on entend parler du numérique de toute façon. Puis on se demandait même au début ce que ça voulait dire, ce que ça impliquait. Puis je pense que la pandémie a été comme un accélérateur, puis ça a juste fait en sorte que tout le monde s'est garroché, excusez-moi l'expression, sur du théâtre audio, par exemple, parce que c'était une belle façon de se faire raconter des histoires dans le creux de l'oreille, puis de différentes manières, en tout cas. Puis, mais Jean-François, tu veux réagir à ça? Oui, c'est très pertinent ce que tu dis, Lise. En fait, ben oui, pour l'anecdote, oui, je sais qu'il y avait du théâtre avant les années 90. Là. C'est les textes, c'est plus difficile de remonter numériquement à des textes des années 70. Là. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que les filles des Incomplètes, vous avez assez raison par rapport à cette discussion-là. Puis je pense qu'il y a assurément un momentum en ce moment. Je pense à la démarche qu'Isabelle Boisclair fait avec Pierre Tremblay en ce moment sur l'étude du modèle jeune public. Puis j'ai l'impression qu'elle est peut-être là la clé parce qu'à mon avis, tu sais, mettons là, comme j'ai un pied de chaque côté de cette problématique-là, effectivement, au niveau diffuseur, c'est très schizophrénique là, comme devoir se réinventer hors les salles puis devoir ramener du monde dans les salles. Et littéralement, là, je ne vous fais pas des jokes, mais le Calque, cette semaine, nous a envoyé 5 sondages différents, c'est-à-dire que nos équipes à l'interne, là, elles sont à bout. Là, on n'en peut plus de remplir des crises de sondages pour dire il y a 2 ans, on devait faire ça, finalement, on a fait ça, mais on aurait pu faire ça, puis finalement, et voici 20 000, mais finalement, c'était 15 000, mais pourriez-vous nous renvoyer 5 000? Depuis littéralement la rentrée, là, mettons, nous, à l'administration, c'est que ce qu'on fait. On n'a même pas le temps de gérer notre saison actuelle et encore moins de réfléchir à la saison prochaine. Fait qu'il y a une espèce de, tu sais, puis le modèle jeune public, il est défaillant. Il y a une suroffre et il y a une incapacité à rejoindre les publics et à développer et à diffuser. Puis il est grand temps que le ministère de l'Éducation puis le ministère de la Culture ils couchent ensemble, puis qu'ils accouchent de crises, de bons projets pour que tout le monde soit ensemble, parce que là, ça se tire la couverte. Et puis, j'ai l'impression que les diffuseurs en paient les frais, les producteurs en paient les frais et ultimement, les artistes en font les frais et beaucoup les enfants en font les frais. Fait que, il y a quelque chose où là, je pense qu'il y a un momentum de dire il y en a tellement de projets alternatifs, il y a tellement de fonds sur le développement numérique, il y a des fonds, tu sais, au Calque, il y a quand même ce 5 millions-là qui dort quelque part puis qu'on va piger dedans pour pallier à patcher des affaires. Et 5 millions, là, juste là, dans les compagnies tuées, on dispatcherait ça là, avec les diffuseurs, il y en aurait du projet. Puis j'entends ton inquiétude, Lise, mais moi, j'ai le goût d'être un optimiste. Puis peut-être parce que là, on est dans la journée de l'audio, puis à mon avis, l'audio est d'une complémentarité exemplaire avec la sortie scolaire. Puis, tu sais, pour avoir fait des expériences, on en a parlé un petit peu hier aussi, il y aura probablement cette discussion-là demain et pour le reste de notre vie, mais sur les captations vidéo en classe, ça a été expérimenté. À mon avis, c'est pas très heureux. Effectivement, c'est une dérive idéologique de la part de certains diffuseurs de dire « Ah, ben là, c'est bien moins compliqué. » Puis je pense qu'il faut collectivement, comme milieu, qu'on résiste à ça. Pas plus tard que hier, j'ai une prof qui m'a écrit « Bonjour, j'ai fait lire tel texte de Simon Boulouris, vous avez fait une production. Envoyez-moi la captation, je veux la montrer aux élèves. » Ce serait facile de faire certainement « Voici un lien. » Mais si je fais ça, je veux dire, qu'est-ce que ça a comme impact? Elle ne sortira pas, elle ne sortira plus. Puis il y aura toujours quelqu'un dans un échange courriel secret, là, parce qu'on ne va pas nécessairement toujours aller
parler de même dans des grandes conversations à Tuège, etc. Il faut résister cet envoi de liens-là, puis il faut expliquer. J'ai essayé d'être... Ça prend du temps aussi, ça prend une façon d'articuler ce truc-là, de dire « Bonjour, je l'ai cette captation-là, mais je ne peux pas te l'envoyer. Ça te rendrait pas service, ça ne me rendrait pas service, ça rendrait service à personne. » Là, j'ai la chance de faire ce texte-là qu'elle voulait, je l'ai adapté en audio, puis il sort dans 2 semaines. Fait que je dis, écoute, je vais t'envoyer le lien audio à la place, on va travailler sur le projet du Théâtrophone. Puis tu vois, ce matin, elle me répond, super emballé, ah oui, c'est bien meilleur. Cool. Mais tu sais, ça aurait pu être, ah ben moi, je voulais le voir, puis là, j'ai regardé les teasers, puis c'est ça que je veux montrer aux jeunes. Mais fait que voilà, j'ai envie de dire, il faut qu'on trouve les projets, puis le projet, par exemple, que vous développez, les incomplètes, le projet des confettis, je trouve que c'est des affaires qui, au lieu de remplacer la sortie, viennent comme tellement la bonifier, viennent tellement... La multimédiation aussi, c'est un peu ça que tu apportes. C'est ça, puis tu l'as bien nommé, Sylvain, puis nous autres aussi, c'est notre vision, c'est pas une pièce de théâtre, c'est un outil de médiation pour la sortie, puis on réfléchissait même sur justement les achats, les sorties. Est-ce que vous avez accès à cet outil-là juste si vous achetez une sortie? Ou est-ce que si vous achetez ce projet-là, vous avez un rabais sur votre sortie scolaire? Est-ce que la mesure 486, qui est présentée un peu comme un pot of gold ou comme on peut tout faire avec ça, il y a plein de lacunes dans cette mesure-là, mais peut-être qu'on peut la bonifier, justement la rendre hybride, remettre un petit peu plus d'argent pour dire, ben, faites obligatoirement un projet numérique et une sortie. Je pense qu'il faut réfléchir ce maillage-là, puis je pense que la loupe de réflexion, elle va être dans la réflexion du modèle TJP parce qu'il y a comme une saturation, là, je pense, de part et d'autre là, sur cette offre-là, puis cette incapacité-là à les diffuser. Il y a Audrey qui applaudit, qui lève la main, qui je pense, sur sa chaise. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis un peu mêlée dans mes réactions. Là. Je voulais juste baisser ma main, mais j'ai juste voulu... mais bravo, Jean-François, quand même. Je t'applaudis malgré tout, même si ce n'était pas le but de mon intervention. C'est très drôle. Mais je voulais juste rectifier le tir, là, parce que Jean-François a dit demain, on parlera sûrement encore de la question de la diffusion des spectacles dans les classes, là, retransmis. On est moins là-dedans demain, plus dans l'utilisation du numérique, là, dans l'inscription des œuvres sur scène ou sur plateau, ou tout ça, là, moins dans cette optique de retransmettre dans les classes, là, juste pour être certain là, d'être clair par rapport à ce qui nous attend demain, là, juste pour... C'est ce clin d'œil-là, juste par rapport à la réaction de Lise sur sa peur, parce que je faisais référence tantôt à, il y a des tueurs qu'on a approchés qui étaient très, très rébarbatifs à ouvrir la porte vers ça parce que ça remplacerait la sortie. Puis je me dis qu'en fait, quand on ouvre le mot numérique ou virtuel dans une conversation, on finit, il y a comme un petit dénominateur commun où on finit toujours par revenir à cette affaire-là de l'écran dans la classe, puis de remplacer la sortie. Je pense qu'on n'y échappera pas encore pour plusieurs mois de discussion parce que c'est un sujet sensible, je pense, pour les artistes, les créateurs en général, notamment pour les créateurs de la génération, mettons, qui me précède, qui sont encore actifs, puis qui, avec raison, ont le droit de se sentir un peu exclus, forcés peut-être dans une voie qui n'est pas nécessairement celle qu'ils ont décidé d'emprunter. Puis j'ai l'impression que c'est normal que ça crée ce clivage-là, mais pourtant, il y a des pistes de discussion qui sont possibles, en tout cas. Je veux peut-être revenir un peu sur demain, on aura sur le panel, entre autres, le Youth Theatre qui a développé une plateforme de diffusion de ces spectacles qu'ils ont tourné, vraiment, ils ont fait des captations. Fait que peut-être qu'ils vont aborder, je pense qu'ils vont vouloir aborder un peu ce sujet-là également demain. Mais j'aimerais ça qu'on s'inspire un peu les uns les autres, puis qu'on regarde un peu les modèles différents, puis que. Tu sais, justement, tu parlais, c'est toi qui disais tout à l'heure, Karine, la mère du web, hein, tu parlais de ça, puis comment est-ce qu'on... En fait, ma question, c'est comment on fait pour se démarquer dans l'offre de tout ce qui se passe, comment on fait pour être remarqué, puis se démarquer. Puis toi, en même temps, la question que j'ai envie de te poser par rapport au balado, c'est qu'est-ce qui t'a inspiré là-dedans? De quelle façon tu l'as développé, le projet, justement? Qu'est-ce qui t'a inspiré pour le développer, le projet de balado, mais aussi... comment ça l'a influencé, parce que tu l'as abordé un peu tantôt, ça, mais j'aimerais ça qu'on plonge un peu plus là-dedans. L'audio à la scène, ce passage-là, ton projet a été bonifié par l'expérience audio que tu avais développée auparavant. Oui. Oui, c'est drôle parce que Lise, tantôt, tu disais comme si j'ai trouvé peut-être une certaine intimité dans cette expérience-là, dans le sens que j'ai pu me rallier au médium, puis que j'ai trouvé à utiliser des forces que j'ai, puis qu'on avait dans mon équipe, là, avec ça. Mais en même temps, juste pour les conversations qu'on a là, me ramènent à
j'ai eu une sensation de d'avoir tellement travaillé puis soigné un objet, puis comme de le laisser aller, puis de pas vraiment savoir comment il était reçu. Je sais que, tu sais, comme certaines personnes, ben, tu sais, mettons, des auteurs de livres, j'imagine qu'il y a quand même cette habitude, tu sais, que je n'ai pas parce que je fais vraiment des arts vivants depuis longtemps. Puis je suis habituée de sentir la salle, de sentir une empathie peut-être ou tout ça. Puis que j'ai trouvé ça vraiment particulier de laisser un objet comme ça sans savoir vraiment comment il serait reçu. Mais je trouve que En ça se as-tu eu, peut. Karine, la rétroaction? T'en as-tu eu du J'en ai eu feedback? un peu, mais tu sais, j'étais pas organisée, mettons, comme la gang de Sylvain avec un médiateur puis des retours de cartes postales. Je trouve ça très, très ingénieux. Bravo, je salue ça parce que, un peu comme dans la conférence que vous avez eue lundi, tout le rapport avec l'échange qui est important, tu sais, pour, mettons, un enfant qui est sur un contenu web, tout ça, mais tu sais, s'il peut avoir un peu d'échange avec ses parents autour ou peut-être de l'écouter ensemble. C'est sûr que ça, je crois que c'est arrivé. Tu sais, je sais qu'il y a des familles qui l'ont écouté ensemble. Je sais qu'il y a des familles qui l'écoutent encore ensemble 3 fois dans une fin de semaine parce qu'il y a des enfants qui tripent dessus, tu sais. Fait que ça, c'est le fun. J'ai finalement eu des rétroactions comme ça, tu sais, de gens autour. Après ça, j'ai aussi avec le Théâtre La Chapelle un projet de médiation avec une classe qui écoutait tous les épisodes puis qui posait des questions. Après chaque épisode, on se rencontrait en Zoom. Puis c'était le fun, là, je sentais que c'était reçu. Mais je sentais aussi que, tu sais, toutes ces questions-là sur la qualité de réception, dans quel état ils vont être, tu sais, le son, là, vous avez travaillé votre volume, tu sais, au confetti, puis je comprends. Tu sais, il y a des petits haut-parleurs qui accanent, là, nous autres, on a fait du mix, là, tu sais, on était comme, ah oui, ce son-là un peu plus en avant, tu sais. Fait que, c'est ça, nous, je pense que ça, dans quoi on s'est lancé, c'était vraiment une expérience esthétique qu'on proposait, c'était pas tant une médiation. Euh, Puis dans ce sens-là, tu sais, comme on l'a livré dans le monde, puis j'aime entendre ce que tu dis, Jean-François, puis je le crois maintenant aussi, que c'est pas la même chose, que c'est complémentaire. Si on a écouté le balado, on peut venir voir le show puis faire hey, j'ai encore accès, puis c'est un peu comme quelque chose comme un disque que tu réécoutes des chansons puis qui tranquillement y rentre, là, tu t'en imprègnes, mais c'est pas la même chose que de les voir en show. Tu sais, là, avec la musique, on fait souvent ce genre de chemin-là. C'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit, OK, on y va sonore, puis après ça, on fait le show sur scène. On fait pas souvent ça comme ça, mais en musique, souvent, on enregistre l'album, puis après ça, ben, tu sais, quand tu vas voir le show, ben, t'as l'attitude, t'as la lumière, t'as la salle, le monde avec qui vibrer. En tout cas, pour moi, l'un n'empêche pas l'autre, mais c'est vraiment pas la même expérience. Puis dans la création, ceci dit, oui, ça a nourri parce qu'on avait travaillé un ton, on avait travaillé des chansons, mais le ton intimiste du balado aurait été trop euh, linéaire peut-être pour la scène, tu sais. Et comme on a cherché une sobriété puis des moments d'explosion, tu sais, c'était plus, il fallait retravailler le jeu. T'as pas la même adresse. Donc, ouais, je sais pas comment. Je me suis posé la question clairement ce matin, là, le mieux que je pouvais, de qu'est-ce qui s'est vraiment passé pour l'amener à la scène, mais c'est une mémoire du corps, c'est du live, tu sais, puis c'est de la rencontre, tu joues avec le public. Je m'excuse là-dessus, je reste floue, mais je fais juste sentir que c'est pas la même expérience. C'est quoi la suite? J'ai le goût d'ouvrir là-dessus aussi. Qu'est-ce que ça t'a-tu donné le goût d'en faire d'autres, de dire à mon prochain projet aussi, je veux développer ça en balado ou faire d'autres balados qui n'ont pas rapport avec mes projets de spectacle? Mais j'ai l'impression, tu sais, que euh, tu sais, c'est comme, j'ai un peu l'impression qu'il faut trouver un créneau pour un genre de balado comme ça, qui est quand même une expérience sonore particulière, singulière, tu sais, où est-ce que ça se situe, ça? C'est pas sur audio nécessairement à Radio-Canada, c'est pas comme une... Mettons, tu dis, j'ai fait un balado, ben là, le monde pense que t'es en entrevue, là, tu sais, ils vont te poser 4-5 questions, mais là, c'est pas ça l'objet. C'est comme vraiment un... Fait que je le sais pas encore, ça dépendrait où il se situerait, tu sais, j'aimerais que la qualité d'écoute puis de réception soit travaillée, tu sais, à la limite que ça soit dans un musée, tu sais, comme avec qu'on ait travaillé un espace pour le recevoir ou peut-être comme Mélanie tantôt disait, c'est le fun d'écouter en groupe aussi, en silence ensemble, tu sais,
dans un lieu confortable. Moi, j'ai des souvenirs de ça enfant. J'avais un cours de musique, je me souviens très bien. Puis un jour, là, le professeur nous était avec un disque, puis il nous a mis une comédie musicale, puis on écoutait ça en groupe. C'est un souvenir, je dirais, sensoriel, très, très, très puissant que je garde encore. Et pourtant, j'avais 10 ans à l'époque. Là, tu sais. Laurence, tu veux réagir à ça? Pas à ce que je viens de dire, mais ce que notre amie Karine. Ben, tu sais, Karine amène le point, m'amène en tout cas à la réflexion sur tout ce qu'on génère comme contenu sur le web, qui doit être, j'haïs ce mot-là, là, mais vous allez tous le comprendre parce qu'on est tous là-dedans, là, mais qui doit être découvrable. Donc, travailler la découvrabilité des œuvres, faire ça tout seul de son bord, c'est la jungle. Puis on se bat contre les géants des données. Puis c'est un vrai enjeu, en fait. Puis c'est pour ça que, en tout cas, nous, avec le projet Nous Berceuses, on essaye. Là, le projet est en production, puis il va être lancé après les fêtes. Mais c'est pour ça qu'on se dit qu'il faut absolument avoir un ancrage concret dans des lieux de diffusion, un peu comme exactement ce que Sylvain a amené là, avec La Voyageuse, pour que le projet puisse se rendre à des publics déjà d'abord et avant tout. Mais comment on fait pour que ça ne soit pas non plus exclusivement quasiment du one-to-one, du travail au compte-gouttes, de une classe à la fois, parce que l'idée d'utiliser le web, c'est aussi de rejoindre plus massivement des gens chez eux. Je pense plus au public familial, par exemple. Comment on fait pour les rejoindre? Comment on fait pour être référencé adéquatement quand on est en autodiffusion solo puis qu'on n'est pas sur la Fabrique culturelle ou sur Audio ou sur Télé-Québec? Et conséquemment, comment on ferait pour intéresser ces grandes plateformes-là qui rejoignent massivement des publics au type de contenu qu'on amène qui est moins du contenu de masse finalement, puis qui est peut-être plus pointu, plus niché, plus sur un certain edge, là, une marge. Est-ce qu'il faut créer des nouvelles plateformes avec, par exemple, comme Karine le disait, avec des musées ou avec des centres d'artistes ou avec des festivals ou avec des diffuseurs? Je serais curieuse à cet égard-là, Jean-François, par rapport au théâtrophone, est-ce que vous développez une plateforme singulière là, qui va être dédiée à ça puis qui va se bonifier au fil des ans? Oui, absolument. Ben, c'est une de nos croisades là, qui a eu lieu dans les derniers 2 ans. Mais effectivement, le but, c'est que ça va être une plateforme en dehors des GAFA, si je peux dire. Donc, c'est en fait un site web unique. Puis on fait un partenariat avec la plateforme Tuxedo pour la billetterie. Et puis on est hébergé avec Livetune, parce que vous avez regardé des concerts web via Livetune. Donc, on a cette espèce de triangulation-là où Livetune va héberger nos œuvres, puis créer des liens d'écoute qui vont être vendus avec la plateforme Tuxedo, puis qui vont être écoutables sur notre site web avec des liens secrets pour aller chercher. Fait que ça aussi, c'est quelque chose que notre phase expérimentale va pouvoir nous permettre de voir que le parcours client est intéressant pour une prof de s'intéresser à une œuvre, puis d'aller cliquer, acheter, faire tout le parcours. Est-ce que ça va être fluide? On l'espère, on ne le sait pas encore. À la fin de l'année, on va pouvoir peut-être un petit peu plus savoir, mais c'est aussi pour ça, exactement comme tu nommes, qu'on a décidé de ne pas ouvrir sur le public familial avant 1 an ou 2 ans même, parce qu'on veut vraiment le voir sur la durée, parce que l'écosystème de faire affaire avec des classes et des profs nous permet la facturation déjà d'une part, parce que toute la question du financement, là, je ne veux pas prendre trop de temps là-dessus, parce que je pense que c'est vraiment anecdotique. Là, mais c'est anecdotique, mais en même temps, ça structure la façon dont on travaille sur le lien de billetterie, les frais de billetterie, les frais d'hébergement, etc. Mais pour toute la question de la découvrabilité qui m'énerve aussi beaucoup, c'est pour ça qu'on s'est comme dit, ben, si nous autres, notre découvrabilité, c'est dans notre milieu, puis le réseau des écoles, c'est déjà un bassin de découvrabilité qui est très, très énorme, dans lequel nous, collectivement, comme diffuseurs qui font du jeune public, on a déjà un point d'ancrage. Fait que je suis content que le Conseil des arts a décidé, c'est même pas le Conseil des arts, c'est le ministère qui a accepté de financer ça, parce que justement, la découvrabilité du grand public,
c'est pas un axe que nous, on a envie de développer en ce moment. Puis si les œuvres existent puis qu'on est capable de dire, ben à 2,99 $, vous pouvez écouter une œuvre puis qu'il y a 10 personnes qui veulent l'écouter, tant mieux, ce sera du gravy, mettons. Mais on ne peut pas bâtir notre modèle de réflexion, notre modèle d'apprendre, notre modèle de création sur cet impératif-là d'être découvert, de générer des clics. Parce que moi, ça me rend très lent. Si je peux dire. Quand on parle d'argent, excuse-moi, mais il faut aussi rappeler que l'objectif, c'est que les artisans, au final, en aillent. Quand on dit, ouais, le monétaire, mais c'est ça qui est important pour moi aussi, c'est que si l'œuvre est rendue disponible, si l'œuvre circule, à un moment donné, il faut que ça se rende aussi jusqu'aux artisans, aux créateurs qui l'ont fait, cette œuvre-là. Puis, je dirais même que une problématique que j'essaie de voir venir aussi à l'avance, c'est que justement, là, c'est la ruée vers l'or, la pandémie, ils ont réinjecté plein d'argent là-dedans. On est capable d'aller chercher un gros financement pour créer. Nous, on a eu le financement pour créer entre 15 et 20 pièces qui vont être disponibles dans notre catalogue. Ça, un coup que ça va être lancé puis ça va exister, est-ce qu'on va retrouver ce financement-là pour pouvoir créer des œuvres à chaque année? Peut-être que non. Fait qu'on s'est dit, il faut que... Puis on veut donner des droits de suite, des droits d'écoute, etc. Fait qu'il faut qu'il y ait un modèle, il faut qu'on en génère du revenu pour payer les droits, parce qu'on trouve ça important, mais il faut qu'on puisse en créer d'autres, puis que ça se génère une espèce de rotation. Si jamais tout d'un coup, on tombe en genre de récession ou qu'on tombe en récession du Conseil des arts, puis qu'il n'y en a plus d'argent parce que tout d'un coup, il faut rembourser, ça se peut que ça s'en vienne. Je ne veux pas être prophète de valeur. Ça a une valeur, en fait, ces œuvres-là. C'est ça. Nous autres, avec La Voyageuse, on a la chance que ça s'autofinance. Oui, puis pendant la pandémie, c'est correct que non, là, mais... Avec le tarif que nous, on est capable de demander aux diffuseurs par classe, par écoute, en fait. Nous, en fait, ça nous donne la possibilité d'avoir une quantification. On est capable de savoir exactement le nombre d'écoutes de quelle œuvre a été écoutée, devant combien d'enfants, parce que c'est un objet physique qui rentre dans une classe. Donc, on est en mesure... Quand tu l'as fait, Sylvain, quand vous l'avez fait au départ, je veux dire, tu ne le savais pas ce que ça allait rapporter, le succès que tu as connu. Non. Là, maintenant, tu disais, là, cette année, tu te dis, je relance une autre production de la Voyageuse. Fait que je me lance dans la production de matériel audio, puis ça va me coûter X, Y, Z. Mais si tu as juste quelques retombées au final, tu ne rentres pas dans ton argent, tu ne le finances pas. Non, évidemment, l'année passée, c'est quand on a eu les aides, les montants spéciaux, en fait, qui sont arrivés des gouvernements pour justement faire « Hey, OK, qu'est-ce qu'on fait pendant la pandémie? » Créer. Ça nous a permis, et c'est vraiment l'achat du matériel qui est plus coûteux, en fait. D'avoir cette valise-là, le transformer, les caisses de son, le lecteur. Techniquement, chaque valise vaut à peu près 5 000 au final, là, avec le temps mis puis tout ça. Puis les comptes, ben eux autres, puis nous, on a décidé... Évidemment, c'est l'enregistrement, puis ça, on peut tomber dans l'union des artistes, qui c'est bien compliqué, là, parce que c'est une dérogation, mais là, tu fais, bon, comment qu'on les paye, puis c'est pas sous tuège, c'est comme normalement, mais il faut qu'on passe par tuège, donc c'est une demande de dérogation. Mais là, tu dis, ouais, mais tu sais, l'AQPM, eux autres, ils ont des tarifs, on prend-tu les mêmes, tu sais, même nous autres, c'est des redevances qu'on donne par écoute à chaque artisan, en fait. Fait que le comédien, on lui donne un montant X à chaque fois que son histoire est écoutée, dans laquelle il joue. Mais sauf que, tu sais, ça, est-ce que ça devient un cachet ou est-ce que ça devient une redevance? Parce qu'à la base, c'est une redevance, ce n'est pas un cachet. Sauf que si on prend tuège, c'est une participation par enregistrement, mais c'est pas sur scène. Donc là, comment? Bref, tu sais, il y a eu une énorme réflexion. Je me suis même ramassé avec, tu sais, voilà, j'ai parlé avec d'autres compagnies et blabla. Mais tout ça dans l'objectif de vraiment être capable de donner de l'argent aux personnes, tu sais, aux artisans, aux comédiens, à tous ces concepteurs-là qui ont travaillé là-dessus. Puis, parce que le danger, c'est encore une fois, c'est toujours de dire, bon, on va donner de l'argent à des concepteurs, ben, pas juste des concepteurs, mais des compagnies qui font de l'audio, mettons, qui font de la vidéo, puis ça, puis que c'est nos créateurs en théâtre qui ne reçoivent pas nécessairement des cachets, effectivement. Fait que c'est important, le retour sur l'argent. J'aurais aimé ça, Jean-François, juste que tu nous expliques, parce que tu as dit, il y a une vingtaine de textes qui seront disponibles au Théâtrophone, mais pas au lancement en janvier, ça va se faire... Alors là, Vanessa pourra me corriger si je me trompe, mais normalement, à notre lancement en janvier, on va avoir, je crois, 11 textes qui vont être écoutables, d'autres qui seront en production. Notre période de subventionnement se termine à la rentrée 2022. Donc, à la rentrée 2022, on va avoir l'ensemble de nos productions. Ça va, je dis 20 parce que c'est ce qui était dans la demande, mais je crois que finalement, on est peut-être plus autour de 18, là, parce qu'il y a des projets qui ont pris plus d'ampleur, d'autres un peu moins. Fait que... Puis pour que tout le monde comprenne bien, ou soit à la même page, en fait, les textes sont sélectionnés
il n'est pas question ici qu'une compagnie, par exemple, qui aurait développé un projet audio vienne le présenter sur votre plateforme. C'est vraiment Non, ben c'est une ça. production from Ce serait le scratch. fun. Là, mettons par exemple Mammifère, là, c'est pour ça qu'on se parlait au début, on se disait ce serait le fun, le balado de Chansons pour la musique existe, on pourrait juste le mettre sur notre plateforme puis trouver une entente, etc. Mais ça aussi, c'est un peu la maison des fous là, à laquelle fait référence mon ami Sylvain, nous a amené à devoir circonscrire un peu ce qu'on avait le droit de présenter, comment on était capable d'aller chercher les droits, payer les droits. Fait, comme nous, on a cette double casquette de producteur-diffuseur, bien, en fait, pour la période de la suite, puis pour le lancement, puis pour garder un peu le contrôle, on a décidé d'être les producteurs de tout ce qui était sur notre plateforme. Puisque, en fait, c'est comme le petit conglomérat, la Maison Théâtre Gros-Bec et nous qui sommes partenaires et qui représentons le projet, mais on est les seuls avec le chapeau de producteur. Fait que c'est Vanessa qui est allée négocier une lettre d'entente particulière avec l'UDA, on a parlé avec justement la PASC, avec Québec numérique, etc. Puis on s'est comme trouvé, en pigeant un peu ici et là, notre modèle à nous qui a été comme accepté, voté, puis qui est, à mon avis, très correct, mais à cause qu'on est contraint un peu de respecter ces ententes-là, tout d'un coup, d'aller prendre le balado, mettons, je ne peux pas m'y faire, mais mettons, Projet Nu, Petite Sorcière, super bon balado, on l'aime bien, on fait ça comme « Hey, salut Nini, on va le diffuser », mais en fait, elle, les ententes qu'elle a prises avec ses artistes, nous autres, on ne peut pas les respecter dans le cadre que nous, on le fait parce que c'est bien particulier, ça s'inscrit dans un catalogue, c'est pas juste une œuvre qu'on diffuse, on ne sait pas exactement comment nos statistiques vont sortir, fait qu'on s'est comme un peu backé, on a trouvé une façon de faire nos contrats qu'on était sûr de pouvoir respecter pendant, mettons, les 5 premières années d'existence, d'un coup que ça pogne pas, d'un coup que ça pogne vraiment, d'un coup qu'on a beaucoup de revenus, donc qu'on n'a pas de revenus, d'un coup qu'il y a d'autres subventions qui nous permettent de faire des trucs, d'un coup que non. Fait qu'on a créé un système qui est probablement pas parfait, mais qui va en tout cas nous assurer que le projet puisse être pérenne et exister pendant 5 ans, qu'il y a un revenu certain pour tous les artistes associés. Puis quand je pense qu'au bout du milestone de, mettons, 2 ans d'existence, on va rouvrir notre réflexion, puis on va dire, est-ce qu'on ouvre au familial? Si on ouvre, c'est un autre type d'entente qu'on signe. Est-ce qu'on rouvre nos contrats qu'on a fait avec les artistes en disant, on est peut-être capable de penser à une remise en pourcentage de billetterie? Là, on n'ouvre pas cette porte-là parce que si tous nos artistes avaient 1% de nos revenus de billetterie, on a plus que 140 artistes en ce moment-là qui sont sur notre payroll. Ça n'a comme pas de bon sens. Fait que c'est pour ça que le modèle, on invente un modèle, puis il va falloir comme être dans la tempête un petit peu pendant 2 ans, puis faire des essais-erreurs. Mais on s'assure de comme au moins être, je n'ai pas le goût de dire pérenne, là, parce que c'est peut-être pas le terme, mais mettons safe pour le début. Je vois que Vanessa a allumé sa caméra. Est-ce que tu voulais faire un complément, Vanessa? Allô tout le monde. Non, JF est un très bon porte-parole du théâtrophone et il est vraiment les 2 pieds, la tête et le corps au complet dans le projet avec moi. Fait que non, j'ai vraiment rien à rajouter, si ce n'est que c'est un dossier. La complexité à laquelle on s'est trouvé puis dont tu as parlé, Jean-François, c'est que ça n'existe pas. Donc, de travailler, d'avoir un projet, puis de tout établir sur aucun modèle. Donc, mais je pense qu'on avance bien, puis toute la direction qu'on va où c'est vraiment en complémentarité de la sortie au théâtre, puis ça, c'est un discours sur lequel on travaille fort dans le travail du théâtrophone, puis et de s'assurer que les artistes sont payés à leur juste valeur aussi. Ça fait partie aussi des grands, en tout cas des chevaux de bataille du théâtrophone, que moi, quand je contacte une équipe pour leur présenter les conditions, je ne suis pas mal à l'aise de leur présenter les conditions qu'on propose. On espère que sur le temps, ça se pourra continuer comme ça, puis que derrière, il va y avoir un bon retour, mais c'est ça. Mais après, je sais, moi, ça me fait un peu rouler des yeux, parce que, comme on se disait, c'est genre, ça n'existe pas, c'est du jamais vu, on invente quelque chose. Après, le théâtre à la radio, là, je veux dire, ça existe depuis les années 50. Là, on s'entend-tu? C'est comme tu t'appelles à l'UDA, puis c'est genre, on tombe des nues. Quoi, ce projet complètement saugrenu? T'es comme, ben non, ça existe. Je veux dire, on n'invente rien, là, c'est du théâtre audio. Puis, je veux dire, en plus, pendant la pandémie, on était là, puis on est comme, je veux dire, excuse-moi, Radio-Can nous diffuse Mademoiselle Julie, combien ils ont été payés, ce monde-là, donnez-nous les chiffres. Puis finalement, on a accès à ces chiffres-là, puis pour vrai, le monde sont payés de la merde. Comme de la merde. Radio-Can paye de la merde. Et les ententes Québec numérique sur les volets audio, je regardais, puis j'étais comme, c'est de la merde.
ça n'a pas de commune mesure. Fait que là, nous, on est allé voir, regardons peut-être plus du côté de la narration, du doublage. On sait, dans le milieu, on disait que ça, c'est des bons montants. On regarde ça, comme, finalement, c'est pas tant des grands montants. Fait que, nous, là, on a des bonnes conditions qu'on trouve. Dans l'absolu, c'est pas la ruée vers l'or, effectivement. Mais je veux dire, c'est que il y a comme des fois, je nous trouve exemplaires dans le jeune public parce qu'on veut vraiment être comme legit, puis on regarde les chiffres, puis on respecte tout. Puis je regarde, dans le monde de la production audio-vidéo, les comédiens qui vont donner leur image pour une journée de tournage à 500-600$, puis après ça, c'est dans une pub de McDo à grande écoute en rotation pendant 1 an et demi. Ils font peut-être moins d'argent que notre comédienne qui vient enregistrer finalement comme 30 lignes dans une œuvre qui va être écoutée dans les classes. Il y a comme le milieu est un petit peu j'ai le goût de dire à géométrie variable des fois par rapport aux cachets et aux ententes, puis de se faire rappeler puis par l'UDA puis par Québec numérique, de se rendre compte finalement, on est très, très, très généreux, alors que nous, on est comme, allô, là, on va juste te payer ça. Je trouve que c'est bien bizarre. Moi, ça me fait beaucoup rouler des yeux, cette espèce de sentiment-là. Puis, anecdote, là, je ne vais pas prendre trop de temps, là, c'est déjà fait anyway, mais c'est-à-dire quand on a créé Noyade, on avait une comédienne qui était en projection vidéo, c'était comme il y a 2015, puis je me rappelle avoir passé des heures et des heures au téléphone avec l'UDA. C'est comme, oh mon Dieu, vous faites quelque chose, c'est du jamais vu. J'ai comme, come on, puis c'est genre, là, on voit sa face, mais on n'entend pas sa voix. Du jamais vu, ça n'existe pas. On peut pas faire ça. Je suis comme, il va falloir qu'on puisse parce que ça a lieu, À un moment donné, le show a lieu, puis la fille est là, puis je veux y envoyer des chèques. Fait que on peut tous s'entendre sur un prix. Sinon, on ne pourra pas. Et des semaines pour faire, à un moment donné, comme, est-ce que vous voulez comme tuer la créativité? Là? Ça pas... En tout cas, bref. Du jamais vu, là, c'est tout le temps une phrase dont je me méfie, là, parce que tout est déjà vu. Il faut juste à un moment donné comme avoir un peu de réflexion, un petit peu de vision. Et à quel jamais entendu on peut rêver? Je ne sais pas. Je pose la question. Laurence, tu applaudis? Tu applaudis à Jean-François? Oui, c'est ça. Moi, je m'énerve. Le matin, là, quand je parle d'union et d'administration, là, je m'énerve toujours. Il ne faut pas embarquer sur ce sujet-là. Moi non plus. Bernadette, est-ce que tu veux réagir? Dire quelque chose? Bernadette Gruson? Ouf, je t'entends pas. C'est bon, je n'arrivais pas à mettre le micro. Bonjour tout le monde, merci. En fait, c'est hyper enthousiasmant. J'ai mon cœur qui palpite. Je suis tellement contente de vous écouter parler de théâtre audio, de création audio, parce que en fait, Jean-François, tu étais énervé, mais en fait, je sens qu'à la fois, j'ai mon cœur qui bondit en vous écoutant, et puis j'ai une partie de mon cœur qui est très en colère par rapport à la France, parce que, en fait, clairement, la question de l'audio, là, pendant la pandémie, enfin, déjà, l'audio, en général, à part les podcasts, mais je veux dire, ça, c'est encore autre chose, mais ça n'a pas de valeur, quoi. C'est comme si, c'est chouette, voilà. C'est une sorte de sous-culture. Il y a France Culture qui qui enregistre des textes, etc. Et puis après, si en tant qu'artiste, on fait des choses audio, en fait, ça compte pas. Enfin, ça a l'air de rester transparent. En fait, depuis 2014, moi, j'ai des installations sonores que je fais bouger. Et en fait, finalement, comme vous disiez, faudrait secouer les bailleurs. Moi, ça fait des années aussi que je me bats avec eux pour leur amener les chiffres en leur disant, voilà, sur une année, il y a 8 000, 9 000 personnes qui ont écouté, en fait, qui ont eu accès à ces œuvres, et c'est pris en compte nulle part. Ça fait zéro, en fait, quand je fais mes bilans pour les bailleurs, c'est zéro. En fait, ils s'en foutent. C'est du coup très... voilà, donc j'avais envie aussi de m'énerver un petit peu. Mais du coup, juste aussi partager peut-être cette chose, comment je détourne, en fait... cette problématique, en fait, en emmenant les installations en prison, dans les hôpitaux, dans des centres qui accueillent des femmes, par exemple, ou dans des médiathèques, bibliothèques, médiathèques. Et finalement, j'ai commencé à avoir un petit réseau de gens avec qui je travaille qui sont super chouettes,
et qui prennent vraiment en compte ce travail de l'audio que je trouve vraiment formidable. Et j'étais complètement d'accord avec Lise sur le fait que, attention, le théâtre, et je suis vraiment d'accord que là, en fait, on est dans un moment où les choses se remettent en route et du coup, moi aussi, je suis inquiète, mais je partage complètement aussi tout ce que vous dites sur le fait que c'est complémentaire et que ce serait super que sur tout le long de la chaîne et pas simplement les artistes qui sont convaincus parce qu'en fait, ils sont proches, peut-être c'est eux qui sont les plus proches des bénéficiaires, mais que du coup, que ce soit vraiment, que ça trouve sa place et qu'on montre les complémentarités, quoi. Mais en tout cas, vraiment merci parce que ça fait vraiment du bien de vous écouter. J'ai pris plein de notes et voilà, merci. Merci beaucoup, Bernadette. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Parce que je pense qu'on a quand même cerné beaucoup de choses à travers nos échanges qui étaient très intéressants. Est-ce que Laurence, Audrey, vous avez envie de clore un peu cette discussion? Je peux juste dire une chose, vite, vite. J'ai juste Ah envie oui, de dire, allez-y, si vous voulez dire d'autres choses. évidemment, tu sais, une captation d'un spectacle, puis de faire un enregistrement audio, pour moi, il y a une distinction entre prendre quelque chose qui existe déjà dans une forme et de la rentrer dans une autre forme, tandis que là, de le faire vraiment une autre adaptation en considérant vraiment que ça va être juste audio. Tu sais, il y a un côté où pour moi, c'est différent de demander à un enfant de mettre un écran en quarantaine puis d'écouter. Fait que, c'est pour ça que ça donne un effort, une force majeure et c'est un autre médium, c'est une autre façon de concevoir. Pour nous, l'univers sonore était tellement important et c'est ça qui était enrobé. Fait que c'est pour ça que je trouve qu'il y a vraiment une distinction à faire, en tout cas, entre la captation puis le théâtre audio. Parce que pour moi, c'est comme un parent qui lit une histoire à un enfant. Je veux dire, ça devient quelque chose qui est raconté dans cet écrin-là un peu, plutôt que de juste prendre quelque chose qui existe puis de dire, hey, on fait ça. Puis là, oui, ça te prend quelqu'un qui est spécialisé en images, qui était spécialisé pour aller capter, puis d'aller viser l'attention, la décision de la mise en scène, puis tout ça. Tandis que, tu sais, il y a une mise en son aussi. Tu sais, il y a un metteur en scène qui dirige le son, l'image, toute cette affaire-là. Exact. Hey, je vais prendre une seconde. Je pense parce qu'effectivement, puis ça vient d'être soulevé par Sylvain, mais Karine, tu l'as soulevé aussi précédemment, c'est-à-dire que c'est vrai que ça demande une expertise qui est différente. Nous, on travaille avec le studio La Puce à l'oreille. Tu parlais de navet confi. Ça prend genre la qualité d'enregistrement, la qualité de montage, etc. C'est pas évident. C'est comme pour la captation, c'est comme pour le numérique en général. Ça prend des pointures. Puis je dirais qu'un truc avec lequel on est en train aussi de découvrir, c'est-à-dire que nous, on a décidé de prendre des auteurs de théâtre qui adaptent leur propre texte, des metteurs en scène de théâtre qui découvrent ce médium-là. Les concepteurs, c'est tous des concepteurs sonores, des conceptrices sonores qui ont fait du travail pour la scène et là, adapter leur craft, là, adapter leur travail pour une réflexion à l'audio. Ça fait des belles découvertes, mais ça amène toutes sortes de réflexions justement sur comment est-ce qu'un concepteur de théâtre peut réfléchir à une œuvre audio, c'est pas le même travail, puis la mise en scène, c'est pas la même façon de diriger non plus. Les comédiens qu'on prend, c'est souvent des comédiens qui ont fait du théâtre jeune public, puis je trouve que ça permet un apprentissage aussi, puis on est, je pense, collectivement, comme il y a un apprentissage aussi de cette adresse-là qui est quand même très différente. Karen, tu l'as bien nommé, mais je le rappelle. Veux-tu rajouter quelque chose, Karine, avant que je cède la parole au mains levées sur... Hey, non! Mais merci, vraiment, je suis absorbée, donc j'ai pas comme une urgence de dire. C'est correct. OK, Laurence, s'il te plaît, vas-y. Oui, ben j'aurais envie de rapper ça comme tu nous l'as proposé, Martin. Est-ce que tu veux juste qu'on laisse la parole à Lise avant de rapper, peut-être, si Lise avait intervenu? Je n'avais pas vu que tu avais la main levée. Oui, excuse-moi, moi non plus, j'aurais peut-être dû inverser l'ordre. Vas-y, Lise. Oui, vous nous avez parlé hier et aujourd'hui beaucoup d'écoute en groupe, l'importance que ça soit collectif comme expérience. Et bon, Sylvain nous a parlé de ces feedbacks possibles avec des cartes postales, tout ça. J'aimerais ça savoir de la part d'Audrey et Laurence, comment vous faites pour avoir ce feedback-là comme créateur, pour poursuivre
la démarche du prochain show? C'est quoi les moyens que vous avez mis dans votre projet pour avoir le plus possible un feedback, puis de savoir que, ben oui, ça marche, ou tu sais, de savoir que vous n'êtes pas dans le champ. Puis je pose la même question à Karine. Comment on sait, dans une démarche comme ça, que notre travail se rend? Quelle est cette réception-là? Qu'est-ce que vous avez fait avec votre projet des berceuses et tout ça? J'aimerais ça savoir ça. Merci, Lise. Lise, on est en pleine réflexion là-dessus parce que le projet il est sur ses derniers 1000 en production. Puis c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup. Comme on l'expliquait hier, je ne sais pas si tu as attrapé ça, mais à même le... Non, attends, pour la rétroaction. Il y a 2 affaires. Là, le projet va être sur le web pour tout le monde, mais on a aussi préservé un espace pour inventer un atelier de médiation dédié aux scolaires. Fait que ça va être une façon de valider, un peu comme Jean-François, comme la voyageuse des confettis. On va aller en classe avec 2 médiatrices, proposer l'œuvre aux enfants. Il va y avoir un temps de consultation de l'œuvre. Il va y avoir un temps d'échange en parole avec eux sur ce qu'ils ont reçu, sur leur appréciation de ces œuvres-là qu'ils ont vues, du voyage immersif qu'ils ont fait. Puis ensuite, il y a un atelier plastique pour s'approprier les matières du projet, on va dire ça comme ça, avec un résultat tangible qui va pouvoir rester dans la classe puis permettre aux profs, on va aussi proposer des pistes de poursuite aux profs pour qu'ils puissent faire du pouce sur cet atelier-là de 60-75 minutes. Ça va nous permettre d'avoir un contact direct avec des enfants en classe. Mais ça ne se passe pas autrement que, comme je le disais tantôt, un peu au compte-gouttes, une classe à la fois dans un rapport de proximité. On s'en sort comme pas. Pour ce qui est du familial, donc c'est-à-dire comment on fait pour recevoir les réactions, l'appréciation des publics qui vont vivre l'œuvre à la maison, autant où ils veulent, le nombre de fois qu'ils veulent. On n'en a pas vraiment, en fait, de possibilités. Puis c'est un peu ce que Mélanie évoquait hier. Nous, le projet qu'on propose, bon, premièrement, ce n'est pas du théâtre, du tout, du tout. C'est une forme multidisciplinaire qui touche aux arts numériques, aux arts médiatiques, puis on l'apporte dans l'univers virtuel, un peu comme on déposerait un livre entre les mains de quelqu'un, puis l'auteur, peut-être que quelqu'un va y écrire à un moment donné pour lui dire « Hey, je capote sur ton livre, ça a changé ma vie, ça m'a bouleversée » ou je critique ça, ton ouvrage est horrible, ça m'a traumatisé ou je ne sais pas quoi. Mais autrement que ces petits commentaires épars, c'est un peu comme Karine l'amenait tantôt, de gens qui sont revenus vers elle pour lui dire « on écoute souvent à la maison, une chanson pour le musée ». Je pense qu'il y a un certain lâcher-prise, en fait, à partir du moment où on livre ce projet-là, cette œuvre-là, ben, les gens s'en empareront de la manière dont ils veulent. Ceci dit, on s'assure de soigner le cadre dans lequel ça se passe en prenant en compte l'espace de la réception. Les gens vont être chez eux. On leur recommande de mettre des écouteurs pour s'assurer d'une qualité sonore qui va être en phase avec ce qu'on a travaillé comme mixage. On parlait de mixage tantôt, puis de matrissage, puis de toute la finesse sonore qu'on met en place. On veut s'assurer que le moment où les gens vont vivre l'œuvre, ils vont la vivre de façon optimale. Mais après, au niveau de la rétroaction, on est un peu largué, tu sais. Sinon, j'aurais envie d'ajouter quand même, Laurence, qu'on est vraiment dans une optique où on a envie de tendre la main à plein de diffuseurs aussi, de différentes acabits. On parle des diffuseurs de théâtre, mais on pense aussi à l'idée d'aller approcher les musées, les centres d'artistes avec qui on a déjà collaboré, de créer du lien pour justement peut-être réussir à nous permettre aussi de créer des moments, des temps où on va pouvoir tout d'un coup s'inscrire dans un événement, dans une rencontre en présentiel où on va pouvoir justement inviter les familles à venir nous rencontrer, à vivre l'œuvre, à échanger avec nous. Donc, on est vraiment en train d'essayer de tendre. Ça ne se fait pas facilement, en fait. Ça prend du temps, puis c'est pas évident non plus de trouver de quelle manière ça peut s'inscrire dans certaines programmations, dans certains événements, mais c'est aussi quelque chose qu'on a envie de faire, là, de tendre des perches à différents partenaires pour voir comment on peut, au compte-gouttes, assurément, tout le temps, mais créer du lien
puis d'amener cette œuvre virtuelle-là dans le réel, finalement, puis dans une rencontre collective. Puis aussi, j'aurais envie de dire, c'est sûr que c'est sur un autre temps que par rapport à la création d'un spectacle, mais on a prévu quand même des temps où on va pouvoir aller faire des tests de cette plateforme web-là avant qu'elle sorte, avant qu'elle soit diffusée, d'où l'idée qu'on a repoussé un petit peu la date de sortie de cette œuvre-là, mais pour qu'on puisse aller et tester l'œuvre avec des familles, et tester l'œuvre en classe pour voir comment ça réagit, comment ça voyage, puis comment ça se passe finalement. C'est sûr que c'est un peu tard dans le processus par rapport à ce qu'on fait habituellement en spectacle parce que ça prend du temps, puis il faut que l'œuvre existe pour qu'on puisse la tester finalement, mais on a déjà testé certaines œuvres audio, en morceaux séparés pour voir comment ça se passe, comment les enfants vivent cette œuvre-là et tout ça, ça nous a permis d'ajuster certaines petites choses dans certains types d'œuvres, dans le fond. Mais fait que ça reste quand même dans un même processus là, où on travaille un peu différemment, mais inspiré quand même du processus qu'on fait en création d'un spectacle. Puis si je relance la question vers Karine, parce que Lise s'adressait à toi aussi, Karine, est-ce que tu en as eu de la rétroaction? Comment tu as géré cette rétroaction-là? Bien, il y a eu un peu de rétroaction avec des groupes d'enfants. Puis, tu sais, c'est sûr que là, le fait qu'ils avaient vraiment beaucoup apprécié, qu'il y était plein de questions, puis que notre échange était le fun, ben, je l'ai généralisé. Je me suis dit, ben, tout le monde pense ça. Mais non, mais c'est vrai que c'est comme si on a un petit peu plus, tu sais, genre, t'as des petits bouts de réception, mais t'en as un petit peu moins. C'est sûr que... On appelle ça de l'échantillonnage dans un sondage, c'est ça? Hein? C'est ça. J'ai fait de l'échantillonnage jusqu'à ce que je sois satisfaite. Mais non. C'est ça. Fait que ça a bien été dans ce sens-là, puis avec les familles. Juste pour dire, avec Mélanie Dumont, on avait aussi travaillé, on s'était fait pendant le Big Bang un déjeuner avec les artistes, quelque chose comme ça, où on pouvait avoir 4 familles à la fois, avec moi puis Nico et le squelette dans le salon de chez Nico avec un peu de synthétiseur puis un ukulélé. Puis c'était le fun. La formule était vraiment chouette, tu sais, d'avoir juste 4 familles à la fois, 4 fois dans la journée. Mais c'est vraiment difficile. Puis Mélanie en parlerait aussi très bien, là, mais tu sais, de faire venir des gens vraiment quand ils ont pris rendez-vous un dimanche à 2h l'après-midi, alors que c'est gratuit puis que c'est sur le web. Fait que finalement, il y avait des fois une famille ou 2. C'était dur d'avoir nos 4. Tu sais, c'était comme... c'est aussi ces rendez-vous-là sur le web, gratuit. En tout cas, fait que ça, c'était une super belle idée qui a donné comme une rétroaction, mais il y avait aussi tout le contexte qui était particulier là, de rencontres Zoom d'après-midi. Évidemment. Bon, ben merci pour tout ça. Je pense que je vais laisser le dernier mot, c'est ça, pour compléter, pour faire un peu un petit bilan. Si vous voulez, les filles, les incomplètes, Laurence, Audrey, si vous avez envie de prendre la parole maintenant, on pourrait conclure tranquillement puisqu'il est déjà 11h21. Oui, ben merci. Mon Dieu, visiblement, c'était stimulant parce qu'on ne se serait jamais arrêté. Merci à vous 3 pour vos projets passionnants, pertinents, pour votre éloquence, pour votre engagement, votre résilience, inventivité, sens de l'adaptation. C'est vraiment super. En fait, on n'a pas arrêté de noter. On se faisait un document partagé, moi et Audrey, pour prendre des notes en live pendant le panel. Puis je pense qu'il doit avoir 6 pages. On a touché à énormément d'aspects, mais je pense qu'encore une fois, les créateurs jeunes publics se révèlent être foisonnants d'idées, d'envie de rejoindre le public de toutes les manières possibles, de façon sensible, intelligente, nouvelle, adaptative. Intègre. Parce que je pense que chacun y va avec sa manière d'avoir envie d'aller à la rencontre du jeune public. C'est ça qui est beau aussi. Oui, on a 3 exemples vraiment probants. Puis il y en aurait d'autres. On vous a invité, vous 3, mais il y a eu d'autres initiatives formidables. Donc, ben, un peu comme je le disais tantôt, j'espère juste que toutes ces initiatives-là qui sont formidables et qui nous ouvrent des nouveaux chemins ne vont pas se cogner contre un mur ou une porte fermée, mais que ça va pouvoir continuer à prendre racine
dans notre société. On a tellement pris de notes, là, je ne peux pas y aller en vrac, là, j'ai plus de cerveau. Non, mais les filles vous allez vous faire une tête, hein, Oui. Laurence et Audrey, puis Ouais, vous allez me rédiger un petit bilan qu'on pourra retransmettre sur Trace. On va faire un peu de ménage dans ce qu'on a noté, là, quand même, pour rendre ça digeste pour vous les autres. Moi, en fait, j'ai retenu qu'il y avait des enjeux sur la découvrabilité. On a beaucoup abordé ça. On a abordé ça. Puis à travers tout ça, il y a le modèle jeune public qui est en train de se redéfinir. Hein, on en a parlé. Puis je terminerai sur un mot épouvantable que nous avons tous détesté, mais nous nous sommes réinventés grâce à ces différentes propositions-là que vous avez mises de l'avant. Merci en tout cas tout le monde d'avoir été là. Merci Karine, Sylvain, Jean-François pour votre générosité ce matin, d'avoir été avec nous pour nous parler abondamment et avec beaucoup d'éloquence en fait sur vos projets. Merci beaucoup aux Incomplètes pour le projet qui nous a été soumis de résidence et qui nous permet de nous réunir aujourd'hui. Je vous invite tout le monde à demain, 9h30, si vous avez envie d'intégrer le panel de l'intégration justement des langages numériques à la scène qu'animera Benoît Vermeulen. On sera là à partir de 9h30. Vous pouvez encore vous inscrire sur Facebook et la fiche d'inscription est encore disponible si vous voulez le faire. Je prends les inscriptions jusqu'à 9h15 le matin à peu près. Donc, voilà, je vous remercie tout le monde, puis je vous dis à très bientôt. Merci. Merci beaucoup.